Salut la team rentable, bienvenue dans Business en bagnole, le podcast de l'investissement, de l'entrepreneuriat, de l'immobilier, du mindset, qui va plus loin, qui t'accompagne en bagnole. Attache ta ceinture, on est parti. On est en voiture, on parle de business, d'immobilier, d'entrepreneuriat, de management, de mindset. Mets ta ceinture, assis-toi, détends-toi. Business en bagnole. Alors bienvenue à tous et salut à tous ceux qui sont présents sur YouTube, parce que tu le sais aujourd'hui, en plus de toutes les plateformes de podcast, ce podcast est rediffusé également sur YouTube. Donc coucou à ceux qui sont là en vidéo, ça me permet parfois de faire des petits dessins. Et puis ça permet aussi à tous les gens qui n'utilisent pas spécialement les plateformes de podcast, parce qu'il y en a pas mal quand même. C'est vrai que c'est souvent on y va et puis on n'y reste pas vraiment et puis on fait des allers-retours. Donc voilà, au moins on est sûr que sur YouTube tout le monde est là. D'ailleurs, balance ton petit pouce à l'édifice, comme ça sera fait, tu cliques, on n'en parle plus. Aujourd'hui, je voulais te parler des top 10 difficultés que j'ai rencontrées et que tu vas rencontrer aussi. Et je suis relativement sûr de moi sur le fait que tu vas les rencontrer toi aussi, que tu les as peut-être d'ailleurs déjà rencontrées ou que tu es peut-être en plein dedans pour certaines d'entre elles. Et ces difficultés, finalement, elles intéressent qui ? Elles intéressent l'investisseur, l'entrepreneur. Oui, c'est ça, globalement, on a fait le tour. L'investisseur, l'entrepreneur et le mec qui veut aller de l'avant avec son patrimoine et qui veut aller de l'avant dans sa vie. Alors, je suis désolé, tiens, il y a ma chaise qui couine horriblement parce qu'elle est en cuir et que, oui, j'ai des chaises en cuir et elle fait du bruit. Donc, je suis désolé si ça fait un bruit de flatulence. Ça n'est pas moi qui lâche des caisses, c'est ma chaise qui fait du bruit. Compte sur moi pour te dire si au milieu de tout ça, je cache une caisse. Je te le dirai. On est entre nous dans Business en bagnole. Bon, allez, aujourd'hui, donc, les top 10 difficultés que j'ai rencontrées et que je pense que tu vas rencontrer aussi. La première, sans plus attendre, c'est croire qu'on peut faire des plans sur 5 ans. Et finalement, c'est super bizarre de dire ça et ambivalent quand plein de fois je te dis mais il faut que tu prépares ton avenir financier, il faut que tu prépares le futur, il faut que tu saches où tu vas, et il faut que tu sois capable d'avoir une vision sur ce que tu vas faire, comment tu vas le faire, quand tu vas le faire. Et là je te dis, croire qu'on peut faire des plans sur 5 ans, c'est finalement une erreur et une difficulté. En fait, et c'est la réalité, il faut prendre conscience que faire des cahiers, je suis sûr que tu as fait les mêmes que moi, que tu les fais peut-être encore aujourd'hui dans l'immobilier. Moi, j'ai vraiment noirci beaucoup de cahiers avec mes multiples déménagements. C'est dommage, je ne peux plus te les montrer. J'aurais vraiment aimé parce que c'est avec mon associé à l'époque. On visitait des biens, on faisait du marchand de biens en plus ensemble à ce moment-là, et à chaque fois, après la visite, on faisait des milliers de projections à l'ancienne sur un cahier spirale, et puis cette TVA, ou cette fiscalité, ou ce découpage, ou là, il faudrait faire ci, là, il faudrait faire ça, là, ça coûterait tant, et puis tiens, après, une fois qu'on aura fait celui-là, on va faire celui-là, et puis on va se pencher sur un autre truc, et puis on ira plus loin, et puis tiens, ça nous permettra, avec l'argent qu'on a récupéré, de faire ci, de faire ça, mais là, en fait, la forme sociale, ça ira plus, il faudra qu'on fasse autre chose. Et bref, on était tout le temps en train d'anticiper et de remplir ce cahier. Et plein de fois après dans ma vie, j'ai fait la même chose sur plein de projets, sur tout type de projet, j'ai toujours fait ça. Et c'est très bien de le faire. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Par contre, il faut avoir conscience qu'il faudra recommencer 100 fois. Et il faut avoir conscience que finalement, ce que tu écris là-dedans, je sais pas moi, sur 10 pages de projection, de rêves, de cahiers, il y en a 4% qui vont arriver, et puis tout le reste ça sera poubelle. Et en fait il y aura encore 10 fois 30 projections de 50 000 pages, et au fur et à mesure du temps tu vas apprendre des choses, donc du coup tu verras plus les choses de la même façon, et puis il te manquait des connaissances et tu te rends compte que tiens putain, j'étais pas au courant qu'il y avait ce montage là fiscal, social, ou tiens, j'étais pas au courant qu'on pouvait faire comme ça, ou tiens, j'ai eu un changement dans ma vie, d'un seul coup plus d'argent, moins d'argent, un enfant, pas d'enfant, et du coup je revois plus les choses de la même façon, et je vais changer mes plans plein de fois. Donc faire des plans sur 5 ans, on peut. Faire des plans sur 5 ans, c'est nécessaire. Remplir des cahiers, se prendre la tête sur plein de solutions, c'est tout à fait possible. Par contre, les personnes, et c'est tout à fait nécessaire, par contre, les personnes qui ont le plus de succès,
sont les personnes les plus malléables avec leurs propres décisions. Si tu es du genre à faire des cahiers et à te dire, à avoir du mal ensuite à remettre en question ce que tu as écrit là-dedans et te dire ah bah non, j'avais décidé que c'était comme ça, donc du coup je peux pas changer, et à tomber, tu sais, dans cette spirale d'engagement. On en a déjà parlé de la spirale d'engagement sur les business en bagnole, c'est-à-dire que tu commences à prendre une décision et puis tu avances dans le sens de cette décision. Partons par exemple sur un projet, ok, tu te réunis avec ton équipe et tu dis voilà, est-ce qu'on va faire ce projet, il est super gros, il va nous prendre 6 mois, il va coûter beaucoup d'argent, on le fait ou on le fait pas? Ok, on le fait. On prend la décision, on prend l'engagement. Et puis une semaine après, on fait une deuxième réunion. On voit qu'il y a 2-3 trucs qui clochent, tu vois. Mais on se dit, bah, on a pris la décision, c'est validé, on a déjà commencé à travailler dessus, on va pas perdre le travail qu'on a fait. Et là, tu mets le doigt dans la spirale d'engagement. Et donc, du coup, bah, tout le monde travaille, etc. Tout le monde part sur des décisions qui sont déjà erronées au départ, puisque peut-être que sur la première réunion, quand on a décidé qu'on le faisait, on avait oublié un truc, on a choisi trop vite, et puis la deuxième, bah, on était parti du principe que ce qu'on avait validé à la première, bah, c'était plus revalidable, puisqu'on l'avait déjà validé, donc on ne va pas le remettre en question. Et donc la troisième réunion, la quatrième, etc., et on part sur un projet qui part dans le mauvais sens, et plus il avance, plus il part dans le mauvais sens, moins il a de chances de revenir dans le bon sens, voire même d'être annulé, parce que ça se trouve, il ne faudrait même pas qu'il soit en place. Mais étant donné qu'on est dans cette spirale d'engagement, tu vois, c'est des trucs très bateaux que tu as déjà entendu, genre mais attends, j'ai déjà travaillé 15 heures là-dessus, je vais pas travailler pour rien, j'ai pas fait tout ça pour rien, j'ai pas travaillé les équipes pour rien, j'ai pas dépensé déjà 10 000, 15 000 euros pour rien. Donc, bah, ça m'emmerde, tu vois, j'ai pas envie, donc je continue. Et ça, là, l'exemple que je te donne, il est par exemple pour un travail d'équipe dans une entreprise, mais ça fonctionne de la même façon avec toi-même. C'est-à-dire que si tu fais des projets toi-même tout seul sur ton exemple, mon exemple du petit cahier, et puis qu'au bout d'un moment, ben, à force de noircir des cahiers, tu n'es plus capable de revenir en arrière parce que tu t'es engagé avec toi-même et plus tu as travaillé sur un truc et tu seras plus malléable avec tes décisions. Donc vraiment, une de mes plus grandes difficultés, c'était ça, c'était de croire qu'on pouvait faire des plans sur 5 ans qui n'allaient pas changer. C'est ça la fin de la phrase que je t'avais pas donnée au début en fait. Et vraiment, travaille ta malléabilité. Je ne sais pas si ça existe ce mot. Travaille ta capacité à changer d'avis, en fait. C'est assez rigolo, hein, je rends fou ma femme, elle me dit, mais tu changes tout le temps d'avis. Tu m'as dit un truc il y a une semaine, et puis tu as déjà changé d'avis. Et elle a l'impression que je suis une girouette parce que je change d'avis, alors que pas du tout. Quand je change d'avis, et j'ai plein de petits cas du quotidien en tête, quand je change d'avis sur un petit truc comme ça, je change pas d'avis parce que je suis une girouette, je change d'avis parce que les variables ont changé en fait. C'est juste ça. Et c'est juste que j'ai à force de faire des conneries, tu vois, j'ai acquis, je sais pas, c'est peut-être une de mes forces, une facilité à changer d'avis, enfin à réanalyser les variables, à dire ce qui était vrai il y a même parfois 2 heures n'est plus vrai aujourd'hui. Et pour plein de gens qui débutent, ou en tout cas c'est une erreur que je vois souvent, c'est de refuser de réanalyser les variables quand elles ont changé. Donc la bonne question à se poser quand je sens que potentiellement je tombe dans de la spirale d'engagement ou que j'ai un doute d'aller dans le mauvais sens ou que je me dis tiens, est-ce que ça s'applique à moi, c'est de me dire ok, avant de me poser sur la résolution du problème, déjà est-ce que les variables ont changé, tu vois. Par exemple, de base, j'allais monter un business avant le coronavirus, j'allais ouvrir un fleuriste, j'avais fait mes business plans de ouf et tout. Et bon, bah, ça a pris du retard, coronavirus, etc. Et demain, on sort de la crise du corona, ou alors même aujourd'hui, avec le début de sortie, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une sortie, qu'on est en train de connaître. Admettons, je relance le projet, tu vois. Est-ce que les variables ont changé ? Est-ce que le business plan peut être le même ? Est-ce que les gens ont les mêmes habitudes de consommation ? Est-ce que demain, on vivra pareil qu'hier, etc. Peut-être que oui, peut-être que non, j'en sais rien, c'est un exemple fictif, mais toujours est-il qu'il faut se poser cette question. Est-ce que les variables ont changé ? Et ça te permettra d'être plus malléable avec tes propres décisions. On peut faire des plans sur de longues périodes, mais ils vont nécessairement changer. Donc ça, c'est la première difficulté, le premier enseignement et la première chose vraiment à noter en lettres d'or. La deuxième difficulté, prise de conscience, ah ouais, j'avais pas compris, que tu vas rencontrer, je pense, et moi que j'ai rencontré en tout cas, c'est que je suis désolé, c'est pas la putain de passion qui te fait être meilleur. J'en ai marre de voir toujours les mêmes influenceurs, là, Lamborghini, baguette magique, etc.,
pour certains, t'expliquer que ce qui fait que dans la vie, tu arrives à tes buts, c'est ta passion, ton engagement, ton envie d'aller plus loin, te déchirer les fesses pour X ou Y truc. Ou même dans le sport, tu vois, ou dans la compétition. Et souvent, on met la passion au devant de la scène, en fait. Et ce qui m'avait fait tilter, et ce qui fait que je veux t'en parler, c'est que parfois, certains milliardaires, moi, tu sais, j'aime bien lire des biographies, j'aime bien lire des interviews, etc., de gens qui ont réussi pour m'inspirer. Certaines personnes qui ont réussi, mon délire, c'est pas mal les milliardaires, parce que je me dis, putain, pour devenir milliardaire, c'est quand même... faut quand même être, tu vois, on parle plus de, c'est plus le même délire, tu vois, c'est plus le même niveau. On a déjà parlé sur un business en bagnole de la différence entre un millionnaire et un milliardaire. Tu réécouteras ou tu as sûrement déjà écouté. C'est genre, ça n'a rien à voir. Et parfois, certains de ces milliardaires, dans un élan politiquement correct, parce qu'ils sont très écoutés, très regardés, forcément, l'argent apporte aussi beaucoup de pouvoir, disent que c'est la passion qui les a emmenés où ils sont. C'est la passion. C'est oui, j'étais passionné, je voulais faire ci, je voulais faire ça, je voulais changer le monde, je voulais amener au bout ce truc qui me tient à cœur. Mais ça, pour moi, c'est vraiment une réponse politiquement correcte. Ils vont pas te dire, parce que mec, ce qui m'a fait réussir, c'est que je suis putain de plus intelligent, tu vois. Je suis juste fucking plus intelligent. Mais c'est la réalité, en fait. C'est-à-dire que c'est pas la passion qui te fait être meilleur, c'est être plus intelligent. Et ça se travaille. Je te parle pas du QI, de l'intelligence, j'en sais rien, comment classer l'intelligence, tu vois. Je te parle pas de l'intelligence, est-ce que t'es con ou est-ce que t'es intelligent, tu vois. Je te parle de l'intelligence business. Je te parle de l'intelligence qui se travaille. Je te parle de toute cette intelligence-là qui fait que t'es meilleur avec le temps, qui fait que t'apprends, qui fait que l'expérience, toutes les expériences que tu accumules, soit t'es con et puis tu les prends pas en compte et tu continues à faire un truc qui marche pas, tu vois. Tiens, je vais ouvrir une porte en tapant ma tête contre le mur et puis si le mur il s'ouvre, je vais réussir, tu vois. Et au bout de la 50e fois, tu te dis non, mais ça va marcher, t'inquiète pas. Ou soit t'es intelligent, tu tapes une fois, tu fais ah bah non, c'est peut-être pas la bonne façon d'ouvrir une porte. Tiens, il y a une poignée là, ah oui, ah ouais, ça marche mieux. C'est ça dont je te parle, l'intelligence business. Et l'intelligence business, beaucoup trop de gens la sous-estiment. Et notamment les jeunes entrepreneurs, les gens qui veulent se lancer, ou la catégorie d'entrepreneurs, tu sais, comment on appelle ça, les micro-entrepreneurs, tu sais, les gens qui sont à leur compte, mais juste, tu sais, on ne sait pas trop où ils veulent aller, quoi. Est-ce qu'ils veulent juste être leur propre patron? Est-ce qu'ils veulent vraiment monter une entreprise? Tu vois, il y a un truc qui se passe entre les deux. Et faut accepter ça, c'est-à-dire que l'intelligence business se travaille. C'est une compétence, c'est-à-dire que l'intelligence business, c'est vraiment une compétence, ça a un nom, l'intelligence business, de comprendre comment fonctionne un business, de comprendre comment fonctionne une entreprise, et au fur et à mesure d'ajouter des briques de connaissances de comment fonctionne une entreprise. Et tous les pans d'une entreprise, tu vois, de passer des RH au développement international, de la compta, du branding, du marketing, de tout ce que tu as envie, et tout ça, tu vois, de la gestion des clients, de comprendre tout ça, finalement, ça s'appelle l'intelligence business, c'est-à-dire d'arriver à porter une boîte et à la faire aller de l'avant. Et ça se travaille. Je suis désolé, les milliardaires qui disent j'ai réussi parce que je suis plus passionné, non. T'as réussi parce que t'es putain de plus intelligent, mec. En effet, t'es un génie, t'es devenu un génie du business. Et tu l'as travaillé. Alors, il y a certaines personnes qui ont plus de facilité, comme d'hab, hein. Il y a des gens qui ont plus de facilité. L'oreille musicale, pardon, mon téléphone qui sonne, l'oreille musicale, le piano ou tout ce que tu as envie. Et ben c'est pareil, il y a des gens qui ont plus de facilité avec le business. Mais toujours est-il que ça se travaille, tout simplement. Donc deuxième vraiment difficulté que j'ai rencontrée, c'est de croire que un business, ça se gérait au doigt mouillé, de ne pas comprendre que tu peux travailler cette intelligence et de ne pas utiliser des ressources méga simples, tu vois. Des gens qui l'ont déjà fait. Tiens, comment t'as fait? Moi, je suis nul pour ça. Et toi, tu fais comment? Bah, moi, je fais comme ci, je fais comme ça, et puis je travaille avec lui, et puis ça fonctionne bien, etc. Ou lire des bouquins, ou faire des recherches, participer sur des forums, faire des formations, tu vois, tout ça, quoi. Ou tout simplement, parfois, pour le chef d'entreprise, ça passe par embaucher quelqu'un de meilleur que soi, qui va t'apprendre. C'est pas parce que tu embauches un salarié ça faut vraiment s'enlever ça de la tête, hein, qui est en dessous de toi dans l'échelle à la con de la hiérarchie d'une entreprise, qu'il ne faut pas qu'il soit meilleur. Tous tes salariés devraient être meilleurs que toi. C'est dur à faire, mais parce que quand tu commences à avoir un peu d'intelligence business, c'est que tu as un petit peu touché à tout, mais tous tes salariés devraient être meilleurs que toi.
Donc, ces gens-là peuvent t'apprendre. Ces gens-là peuvent te tirer, tout simplement. Peut-être sur une seule partie ou sur la totalité de leurs compétences. Donc, point 3. Difficulté que j'ai rencontrée, que je pense que tu vas rencontrer, peut-être que tu rencontres encore aujourd'hui, c'est ne pas savoir trancher rapidement. Dans plein de points, et encore une fois pour les investisseurs et pour les chefs d'entreprise, ne pas savoir trancher rapidement est un problème. Parce que tu vas t'enfoncer, tu vois, c'est un peu l'inverse de la spirale d'engagement, tu vas t'enfoncer dans un immobilisme sans fin et un état qui va être... voilà, tu vas avoir besoin de validation, fléau du 21e siècle. Et donc, plus tu vas avoir besoin de validation, plus tu vas chercher de la validation, tu vas demander à de plus en plus de gens qui auront bien sûr des avis contradictoires parce que personne n'est jamais d'accord, le consensus n'existe pas. Donc des gens vont te dire bleu, des gens vont te dire rouge, des gens vont te dire vert. Ça t'avancera pas plus et puis tu vas continuer à te perdre et tu seras dans un immobilisme qui va te geler sur place, te bloquer et puis tu vas finir par ne jamais trancher. Donc soit procrastiner, mettre cette décision au lendemain, soit rester bloqué dessus et ne plus rien faire, c'est-à-dire qu'elle va te paralyser et puis toutes tes autres tâches vont passer au second plan. Pour 95% des décisions, il ne faut que 30 secondes, voire même moins de 30 secondes. 95% des décisions ne sont pas critiques pour ton business ou tes investissements. Beaucoup de décisions sont mises trop haut dans l'échelle de la criticité ou dans l'échelle de l'impact futur sur nos décisions. Typiquement, je prends le truc numéro 1 peut-être du chef d'entreprise qui débute et peut-être du micro-entrepreneur justement, c'est de se prendre la tête sur ses cartes de visite et sur son logo. Combien de gens, moi le premier, se sont pris la tête pendant des jours, des heures, des semaines parfois, sur leur logo, leur couleur, leur carte de visite, de savoir si oui ou non j'y vais pas, ah mais attends, oui, mais alors là j'ai vu que le bleu en fait c'était la couleur de l'espoir et moi je suis plutôt sur du rouge parce que je suis dans le mouvement avec ma boîte. Alors que qu'est-ce qu'on s'en tape le cul? Oui, attention, on ne me fait pas dire que ce que j'ai pas dit, un logo c'est important, une carte de visite c'est important, mais ça se change extrêmement rapidement. Est-ce que c'est ça qui va couler ta boîte? Est-ce que c'est ça qui... Non, tu fais un test avec ton logo, j'ai envie de te dire, je suis là, je fais un test, je le pose, je le montre aux gens, il fonctionne pas, et c'est terminé. Donc typiquement, ce genre de décisions, elles n'ont pas un niveau de criticité très important. Et ce qui est difficile, c'est que quand toi tu les prends, elles sont face à toi et tu es celui qui doit trancher, et bien souvent c'est quelque chose qui est compliqué quand tu commences à avoir beaucoup de gens, beaucoup de salariés, que la boîte grossit, il y a beaucoup d'équipes, parce que tu vas passer de la personne qui avait la tête dans le guidon, qui faisait avancer les choses, qui faisait parfois les ventes, la production de ce que tu veux, etc., à quelqu'un qui va juste devoir répondre à des questions pour justement trancher les insécurités des autres et leurs propres questionnements, ce qui est relativement normal puisque c'est tes salariés, c'est toi le patron, donc il en faut bien un qui tranche, c'est toi. Donc tu vas être assailli de toutes parts de plus en plus de choses à trancher. Moi, ça me bouffe le cerveau et je pense que toi aussi, je pense que c'est d'ailleurs normal, ça boufferait le cerveau à tout le monde, de toute la journée avoir des trucs à trancher, avoir des réponses à donner sur rien de dingue à chaque fois. Donc parfois, dans ce tas-là, dans 5% des cas, la décision est importante et elle te demandera plus de 30 secondes et tu vas peser le pour et le contre et tu vas peut-être creuser, tu vas peut-être différer ta décision. D'ailleurs, on va y revenir juste après. Mais dans 95% des cas, prends la décision rapidement, franchement, parce que de prendre la décision rapidement et de prendre le risque de se tromper sur quelque chose qui n'a pas un niveau de criticité importante, et donc de le changer plus tard et donc de perdre du temps machin, va être moins handicapant que de passer du temps sur cette décision, parce que le temps que tu passes pas sur cette décision, tu vas partir justement sur des choses, sur du 80 en fait, et pas sur du 20. Et elle est là la clé, c'est de reconnaître le 80 et de reconnaître le 20 tout simplement. Et en effet, par contre, pour les autres décisions, de savoir les reconnaître rapidement, les fameuses 5% de décisions qui vont demander peut-être de l'étude de marché, peut-être de la temporisation. Je pense à l'investissement par exemple. Je pense à un investissement immobilier qui souvent va demander de la temporisation, une journée, 2 journées. Pareil, je pense à une entrée sur un actif sur les marchés financiers. Parfois, on voit très bien le pattern qui se dessine, mais faut attendre une confirmation.
Donc, délayer la décision, ça fonctionne très bien. Je vais la délayer, je vais dire voilà, je vais m'engager par contre, parce que sinon je vais aller procrastiner encore une fois cette décision pendant une semaine, 2 semaines, etc. Et tout ça, ça va pas fonctionner. Donc, je vais m'engager avec les autres parties, s'il y en a, sur une date. Voilà, je te réponds demain, après-demain, à midi. Et je vais prendre le temps qu'il faut pour baisser l'émotionnel, parce que souvent les décisions importantes, justement, c'est 5% de décisions, il y a beaucoup d'émotionnel à l'intérieur. Donc celle-là, si je décide rapidement, en moins 30 secondes, j'ai plus de chances de me planter, tu vois. Donc de différer à 24 heures, à 48 heures, je vais faire baisser l'émotion, je vais y penser en me couchant, en me levant, je vais laisser travailler mon cerveau. Il y a un truc qui est magique là, pareil, il faudrait que je trouve des ressources là-dessus, des études, pourquoi, comment. Il y a un truc qui est magique, c'est que plein de fois, quand tu focuses sur une résolution, sur un problème, tu ne trouves pas la solution. Ou c'est comme plein de fois, tu sais, où tu as un mot sur le bout de la langue, où tu as une musique dans la tête et tu ne trouves pas ce que c'est, tu vois. Et à chaque fois que tu vas trouver ce mot ou cette musique, c'est quand tu arrêteras de chercher que tu vas aller faire autre chose. Pourquoi ? Parce que ton cerveau, en fait, il travaille en tâche de fond, comme un ordinateur qui ferait des trucs en tâche de fond, qui runnerait son antivirus pendant que tu es en train d'aller sur Internet, et il fait son truc en tâche de fond. C'est pareil. Donc, parfois, le fait d'arrêter de focuser sur le problème, sur la résolution, sur l'émotion autour de tout ça, de le prendre. Moi, ça m'arrive parfois de dire, écoute, là, je ne trouve pas. Il faut que je réfléchisse à ça. Bon, je dis il faut que je réfléchisse à ça parce que je dis pas il faut que je laisse mon cerveau travailler sur autre chose. Tu perds un temps fou avec ton interlocuteur. Il faut que j'y pense. Mais en vrai, j'y pense pas. C'est tout le contraire. En vrai, j'y pense pas. Je sais que j'ai là parce que ça me prend la tête. Parce que je sais que j'ai ce truc-là. Il est urgent, il est important, il est 5%, il est. Voilà. Donc, il revient de temps en temps. Mais je travaille pas assidûment dessus. Tu vois, je m'assois pas devant une feuille en me disant putain, il faut que je règle ce problème. Non, c'est tout l'inverse. Je fais un truc qui n'a rien à voir. Je vais dehors, je bois un café, je m'en vais au Starbucks, je vais marcher, je vais me doucher. La douche, c'est magique. Je vais courir, je vais faire du sport. Et d'un seul coup, ton cerveau te fournit soit la solution, soit une partie de la solution. Donc, voilà pour ce point-là. Comprendre que tu peux trancher rapidement la majorité, vraiment, c'est même plus du 80-20, hein, c'est du 95-5, hein, des décisions qui n'ont pas un niveau de criticité important et que les autres, tu vas pouvoir les délayer pour travailler un peu dessus. Point suivant, difficulté que j'ai rencontrée, que je pense que tu vas rencontrer. Ne pas vouloir m'associer pour gagner plus. Tu sais, il y a un proverbe qui dit seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Bah, c'est des conneries, c'est du bullshit. En fait, ensemble on va plus vite et plus loin. Je ne vois pas à quel moment seul on va plus vite que quand on est associé, encore une fois associé avec les bonnes personnes. Hein. On avait fait un business en bagnole sur quels sont les critères d'une bonne association, tu pourras aller l'écouter. Mais je pense qu'associé, on va et plus vite et plus loin, c'est clair. Et souvent, quand tu débutes et au début de ton parcours, tu ne veux pas t'associer parce que tu veux gagner plus, tu veux plus de parts, parce que tu as le raisonnement simpliste de dire, bah oui, cet immeuble, il vaut 300 000, si je me mets à 50-50, bah, j'ai plus que 150 000, j'ai la moitié de l'immeuble, et, voilà, et la moitié des loyers, la moitié du patrimoine. Oui, d'accord, mais tu as aussi la moitié des risques, tu as aussi la moitié de la force de frappe, tu as aussi la moitié du cerveau, tu as aussi la moitié du temps, tu as aussi la moitié des skills et des compétences. Et je te parle pas, tu as la moitié en mode tu prends moins de risques, tu es plus tranquille. Non, je te parle, tu as la moitié en mode on parle, une association, c'est pas un plus. C'est des puissances, tu vois. C'est de la multiplication de l'association. Et donc, si chacun a sa partie, bah, tu fais une exponentielle, tu vois. Tu vas ajouter des compétences, tu vas ajouter du temps, tu vas ajouter des trucs pour lesquels tu es bon, mais l'autre n'est pas bon, etc. Les associations très différentes, blablabla. Je te refais pas le podcast sur l'association. Mais l'exponentialité de l'association va faire que tu vas gagner plus à la sortie. Ou alors c'était pas une bonne association, ou alors ton projet c'était de la merde et tu vas te planter comme plein de fois, et tant mieux. Et voilà, c'est aussi en se plantant qu'on apprend. Je te garantis que si tu as peur de l'échec, va falloir arrêter, parce que de toute façon il va arriver plein de fois. Et plus il va arriver, plus tu vas être bon. On en reparlera un petit peu après. Mais l'association, c'est vraiment que ça soit dans n'importe quoi, même tous les investissements, l'entrepreneuriat, tout ce que tu veux, c'est un booster absolument dingue. Parce que tout le monde est différent, justement. Et des fois, oui, ça va être un ralentisseur parce que tu vas pas être d'accord, parce qu'il va falloir faire des trucs que tu ne peux pas faire tout seul. C'est-à-dire que tout seul, tu peux être en mode, tu sais, l'empereur, quoi.
C'est-à-dire que j'ai décidé et c'est fini. Quand tu es associé, tu peux pas faire ça. Donc tu vas être obligé de défendre ton point. Ça va amener des discussions où en effet, on va perdre du temps. Mais en vrai, on va pas perdre du temps. En vrai, on va challenger les projets. En vrai, on va trouver de nouvelles solutions. On va être inventif. On va chercher la validation de l'un et de l'autre quand on en a besoin, parce qu'on a besoin de validation, que l'être humain il est fait comme ça. Mais étant donné qu'on n'a pas les mêmes cerveaux, on ne va pas l'avoir au même moment, au même endroit. On ne va pas avoir le même temps, on ne va pas avoir les mêmes galères qui nous arrivent. Parce qu'on voit toujours que le bon côté, tu sais. Ah bah je vais faire cet immeuble, je vais gagner tant. Ouais, mais tu as oublié que parfois, tu as peut-être un locataire qui ne va pas payer, ou tu as un truc qui va être cassé, ou il va arriver une galère dans ta vie, ou tu vas avoir un décès dans ta famille, etc. Et là, à ce moment-là, si tu es tout seul, tu as tout sur ta tête. Si tu es associé, si tu es 2, 3, 4, autant que tu veux, ça va être beaucoup plus simple aussi de cette façon-là. Et puis il va y avoir des spécialisations qui vont pouvoir se mettre en place. Lui, il est super bon pour les travaux, lui, il est super bon pour le marketing, lui, il est super bon dans la vente, lui, il est super bon dans ci et dans ça. Donc, l'exponentiel sur chiffre d'affaires, sur retour sur investissement, sur tout ce que tu veux, à condition d'avoir faim, hein. Toujours pareil, hein. BTC, j'ai envie de te dire, hein. Si tu es là, oui, il se passera rien. Hein. Mais si tu trouves des gens qui ont faim et que tu as faim, vraiment, s'associer, en tout cas, oui, je pense que s'associer t'ira toujours plus loin. Et je pense que la pire erreur, la pire difficulté, c'est de croire que on gagnera plus sans être associé. D'avoir ce côté greedy, de dire bah ouais c'est le début, et c'est surtout au début de ton parcours d'investisseur ou d'entrepreneur, tu te dis ça m'emmerde. Point suivant, c'est un peu le pendant, c'est ne pas savoir sortir d'une association quand ça ne va plus. L'association c'est génial, mais parfois, comme les plans que tu as fait sur 5 ans sur ton cahier, les cartes sont rebattues. Parce que la boîte grossit, parce que la boîte marche pas, ou la boîte marche trop, ou la boîte est revendue, ou il y a des gens qui évoluent, ou il y a des gens qui pètent un plomb, ou il y a des gens qui tout simplement ne pensent plus la même chose, ou il y a des gens qui délivrent pas ce qu'ils devaient délivrer, ou inversement, où il y a des parcours de vie, où il y a des envies, où il y a des déménagements, des naissances, tout ce que tu veux. En fait, il y a 1000 raisons pour lesquelles une association ne marche pas, des pertes de confiance, des gens qui partent avec la caisse, t'as 1000 possibilités. Et la vie, elle est comme ça, je veux dire, c'est comme les couples, hein. Combien il y a de couples qui divorcent, combien il y a de gens qui ne restent pas ensemble, c'est quoi le temps moyen sur une vie de durée de relation, en fait. À part la personne avec qui tu restes le plus de temps, pour ceux qui se marient, etc., ou pour les gens qui sont en couple stable. Si tu enlèves cette personne-là, regarde toutes les autres relations, qui est finalement, globalement, à part pour les gens qui n'ont pas connu grand monde, la majorité. En fait 99% de tes relations, c'est des relations qui n'ont pas duré longtemps. Je parle des relations amoureuses. Et donc les statistiques, quand même, elles montrent que les relations humaines, elles ont quand même plus de chances de pas trop marcher que de marcher. C'est comme les amitiés qu'on voit. Tu vois, combien d'amis d'enfance tu as encore ? Combien d'amis de 10 ans, de 20 ans t'as encore ? Pas grand, hein, normalement, hein, sur les doigts d'une main et encore. Parce que les relations humaines, c'est comme ça. Je veux dire, c'est ni bon ni mauvais, c'est juste que les gens ont des parcours. La vie change, la vie évolue. Tu peux pas savoir de quoi demain sera fait. Il y a des choses qui se passent. Et puis pouf, au milieu, des fois, ça pète une crise. Tiens, le coronavirus, personne ne l'avait prévu, tu vois. Donc, c'est normal, en fait. C'est un parcours normal. C'est pas juste grave, c'est pas juste pas bien, c'est juste normal. Donc, de savoir sortir d'une association, de savoir juste dire, je parle pas de sortir mal ou bien, hein, je parle juste de sortir en fait, de dire ok, bon, changement de situation, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on rebat les cartes en partie, en totalité ? Certaines personnes partent, est-ce qu'on fait un divorce ? Est-ce qu'on change les règles du jeu, etc. C'est important de voir plus loin, pour toi perso, là je parle, sur ces points-là. Moi, par le passé, j'ai été associé plusieurs fois avec plein de gens et j'ai kiffé à chaque fois. Franchement, il y a très peu de fois où je suis sorti. D'ailleurs, je crois que ça m'est jamais arrivé de sortir d'une association en me disant j'ai été pris pour un con, ou j'ai perdu mon temps, ou c'était horrible, ou celui-là c'est un connard, je lui parlerai plus jamais. Ça m'est jamais arrivé. En fait, ce qui m'est arrivé, c'est juste ce que je viens de t'expliquer, quoi. La vie, elle évolue, chacun fait sa vie, et puis voilà, quoi, les parcours de vie. Et j'ai trop kiffé l'association, et j'ai appris vachement, et je suis allé plus vite, et on a gagné plus d'argent, et parfois on s'est planté, mais on a quand même kiffé, et voilà. Et juste, faut apprendre à voir plus loin. Donc, par contre, ce qui est important de faire, c'est,
tu sais, sur le début, c'est comme le début du mariage, tout est beau, on s'aime, etc. Sur le début d'une association, tout est beau. Et souvent, on n'anticipe pas assez les situations. Donc attention sur la rédaction de statuts, etc. Fais-toi aider. Les statuts types sur Internet, bon, ça dépend ce que tu fais, c'est toujours pareil. Hein. Pour ouvrir une laverie et investir 10 000 euros, c'est pas très grave. Mais quand tu commences à avoir du rachat de boîte, quand tu commences à avoir des gros investissements, de poser des gros tickets ou beaucoup d'endettement, etc., c'est quand même. Ou alors des fusions d'entreprises, enfin, quand ça commence à devenir plus gros, c'est quand même un petit peu plus sécuritaire d'anticiper un petit peu les différentes sorties, comment elles doivent se faire, si elles peuvent se faire. Si elles se font, est-ce qu'il y a des pénalités? S'il y a des pénalités, combien de temps? S'il y a des besoins de rester pour faire des transitions, combien de temps, etc. Enfin, c'est bien que tous ces scénarios soient déjà préétablis au départ dans des statuts ou dans un pacte d'associés, parce que dans les rares cas où une association devient vraiment toxique, c'est pas la plupart des cas, hein. En général, ça se passe plutôt bien, mais si ça devient un peu toxique, tu sais, les gens sont un peu butés, tu vois, ça commence à vraiment partir un petit peu en live, comme ça peut partir en live dans certains couples, tu seras content d'avoir anticipé tout ça. Voilà, vois plus loin, c'est tout ce que je peux te dire. Et quand tout est rose et que ça peut devenir noir, et quand tout est noir et que ça peut redevenir rose en évoluant sur le prochain step finalement. Mon point suivant, difficulté rencontrée, et que je rencontre encore aujourd'hui, hein, plein de fois, en fait, toutes ces difficultés, d'ailleurs, elles partent, elles reviennent. Hein. C'est de ne pas vouloir déléguer, ou de ne pas savoir déléguer, ou de ne pas accepter déléguer, ou ne pas penser déléguer, ou assez déléguer, ou tout ce qui est délégation, finalement. Ce qui est très dur avec la délégation, c'est que, et on en a déjà parlé plein de fois, les gens vont faire la chose en question, la délégation en question, d'une façon autre que toi, différente. C'est obligatoire. Pourquoi? Parce que les gens, c'est pas toi et leur cerveau, c'est pas le même. À moins de tomber sur quelqu'un qui est ton brother, ta sista, tu vois, ton jumeau, qui va faire exactement comme toi. Il y a quand même vachement plus de chances, statistiquement, de tomber sur quelqu'un qui ne fera pas pareil. Et est-ce que faire pas pareil, ça veut dire faire moins bien? Bah, c'est ce qu'on a tendance à penser quand on commence à déléguer. On veut que ça soit fait à tout prix, à notre façon. Et on tombe dans des situations débiles, tu vois, où je pense, dans toutes les grandes boîtes, on voit ça, où tu as le petit chef qui a sa façon de faire et que l'étiquette, il faut la mettre comme ça, avec ce mouvement-là et sur cette étagère, dans cet ordre-là, par couleur. Et tu as des gens qui arrivent et qui ont trouvé un nouveau système de faire mieux, qui va plus vite, qui coûte moins cher, qui est plus agile, plus précis et en plus moins source d'erreur. Et puis tu commences à le faire et puis le petit chef, ça lui va pas parce que lui, il a dit, putain, attends, moi, ma façon de faire, c'est quand même moi le chef. C'est les étiquettes, elles sont comme ça. Là. Les étagères, là, de A à Z. Ok? Et donc, ce mec-là a du mal à déléguer, a du mal parfois à accepter que les gens puissent faire autrement. Et encore une fois, là, dans mon exemple, les gens, ils ont fait mieux, mais parfois, ils peuvent faire pareil. C'est-à-dire qu'ils ont juste fait un autre système qui n'est pas plus efficace, pas moins cher, mais c'est juste un autre. Et puis, vu que c'est plus toi qui le fais, mais c'est eux, peut-être que c'est bien de leur laisser aussi leur système à eux, dans lequel ils se retrouvent, etc. À condition, bien sûr, de passer par une phase de « Ok, est-ce que ton système, il tient debout ?» Mais le plus gros défi de la délégation, c'est ça. C'est de ne pas accepter une manière différente et de ne pas comprendre que, en fait, les gens vont faire d'une manière différente. Donc ça, il faut vraiment l'accepter dès le début. Je te parlais un petit peu plus tôt dans un podcast que, pour moi, je ramenais un petit peu ça en pourcentage. En fait, ma façon de faire, c'est 100% ma façon de faire. Et en fait, les gens à qui je délègue, je vais accepter, tu vois, jusqu'à ce qu'ils fassent, je sais pas moi, 50, 60, 70, 80, trouve ton chiffre, % de façon de faire comme moi. Et j'accepte que ça diverge de 10, 20, 100, 30, 50%, tu vois. À partir du moment où l'objectif est atteint, rempli, etc. Et surtout, de ne pas vouloir déléguer ou ne pas faire assez confiance, ça va tuer dans l'œuf les initiatives et la créativité et l'envie des gens justement avec qui tu travailles, avec qui tu délègues et les gens que tu embauches, d'être trop sur leur dos en disant non, là tu as fait 60% comme moi je veux que ça soit 100, ou tu as collé ton étiquette comme ça et nous on la colle comme ça. Du coup la personne va se dire ouais ok, bon ok, fait chier. Et puis après la deuxième fois elle va se dire bon ouais ok, et la troisième fois elle va se dire ouais mais bon à chaque fois que je fais un truc ça va pas. Et là on va arriver c'est une posture de salarié normal, classique, à chaque fois que je fais un truc ça va pas. Et puis les gens vont commencer à prendre les choses un petit peu personnellement, tu vois. Ouais mais bon voilà, moi dès que je fais un truc ça me saoule, alors du coup je fais plus rien.
Ah bah du coup, je fais le minimum. Et tu t'as tué dans l'œuf de l'initiative, de la productivité, de la créativité, alors que tu aurais pu avoir quelqu'un de beaucoup plus productif, créatif, et qui soit plus une ressource pour ton entreprise. Donc la délégation, c'est vraiment très, 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 très touchy, et c'est une difficulté vraiment importante, et je pense que travailler dessus très tôt, dès que même au stade du montage de ta boîte, hein, si tu penses que tu vas avoir une entreprise qui va demander beaucoup de délégation, beaucoup de masse salariale, voire même si tu pars en mode entrepreneur-investisseur, tu vois, genre typiquement marchand de biens, où tu vas avoir beaucoup de délégations, beaucoup de suivi de chantier, Et encore pire, tu vois, si tu es artisan toi-même ou que tu fais des travaux toi-même, tu vois, moi ça a été aussi un de mes gros problèmes. Euh, je fais beaucoup de travaux, enfin je faisais beaucoup de travaux moi-même, j'aime bien ça, en plus ça me détend un petit peu, tu vois, c'est un petit peu... Voilà, j'ai tellement galéré en fait sur des chantiers, j'ai tellement fait de chantiers qu'à force j'ai appris sur le tas, puis à force après j'ai compris un truc super intéressant, tu sais, quand tu fais des chantiers, il y a le bon, le bon chasseur et le mauvais chasseur. Il y a le bon artisan, le bon gars de chantier et le mauvais gars de chantier. Et la différence entre ces deux, c'est pas il y en a un qui tire comme le bon et le mauvais chasseur, c'est que le bon, il a les bons outils en fait. Et combien de gens sont des manches en bricolage parce qu'en fait ils bricolent avec des outils de merde, et dès que tu commences à investir un peu dans des outils, tu deviens meilleur. Bon bref. Donc ces mecs-là, un peu comme moi, et bien meilleur que moi parce que je suis loin d'être un artisan et un professionnel, plus tu vas être bon en fait, moins tu vas accepter que ça soit fait pas exactement comme toi, que ça soit fait peut-être, voilà, t'es un peu moins regardant sur les finitions, etc. C'est pareil sur un chantier, je veux dire, moi je suis le mec débile qui peint derrière les meubles super bien, ou qui fait des joints qu'on voit pas, ou tous ces trucs-là, tu vois, qui passe 2 heures sur un truc qu'on va pas voir à la fin. Parce que c'est moi qui l'ai fait, et parce que quand t'es le nez dedans, t'es con. Hein, c'est comme tout, hein, même dans une entreprise, dans une décision, une décision d'investissement, tiens, encore une fois, une pierre pour l'association. Quand t'es dedans, le nez dedans, t'es con. C'est comme ça. Et c'est pareil sur un chantier. Et c'est pareil justement dans la délégation d'un chantier. Si tu l'as fait et que t'as été con, parce que t'as été dedans, et que tu l'as vu, plus t'en sais en fait, et plus ça va être dur. Plus t'es bon dans ce que tu délègues, plus ça va être dur. Parce que là, tu vas déléguer, je reprends mon exemple du super marchand de biens, qui veut grossir, etc. Il commence à déléguer beaucoup de travaux, et il va faire du suivi de chantier, forcément, il va faire du contrôle, il va faire de la réception, et il va arriver, et ouais, il y a des trucs qui vont être du travail juste normal en fait. C'est-à-dire qu'en effet, quand tu te penches sous le meuble suspendu de salle de bain, et que le joint des 2 carreaux de jointure de la plinthe sous le meuble, en effet, est un petit peu décalé parce que c'était un peu chiant, ou ça a été fait après, ça a été rattrapé, voilà, et que tu es la seule putain de personne à te pencher là-dessous pour vérifier, forcément tu vas dire mais merde les gars, c'est pas du travail de merde ça. Mais en fait, qui va regarder ça? Jamais personne dans l'histoire de cet appartement, tu vois. Donc dès que tu vas avoir affaire à beaucoup de délégations, travaille dessus dès le début. Il y a des super bons livres qui traitent de ça, bien mieux que moi, des ressources par million, comme d'hab, hein, Google, formation, bouquins. Il y a plein de ressources disponibles, mais vraiment, souvent, on a tendance à se dire, tout ce qui est management de délégation, finalement, la délégation, c'est un pan du management. On ne travaille pas dessus parce que, à moins pour ceux, éventuellement, qui ont fait des études dans le secteur, mais quand tu es un peu autodidacte, tu travailles pas dessus parce que tu te dis ouais bon, c'est quand même il y a quand même des trucs plus importants, tu vois, genre vendre, créer mon produit, gérer même pas ma compta, mais mes financials sur ma boîte, etc., la faire grossir, trouver des clients, pas me planter, pas faire faillite, tu vois. Et donc tu te dis font chier, tu vois. Mais c'est super important. Point suivant. Ne pas comprendre assez tôt qu'on s'en tape du montage. Donc quand je dis on s'en tape du montage, je parle bien sûr du montage légal ou du montage fiscal. Pour tous les clients IMO de formation, notamment les académiciens, vous reconnaîtrez le triangle de l'investissement. Pour les autres, globalement, de quoi on parle? On parle qu'il faut que je fasse un dessin. Là. Je vais faire un petit dessin. Je vais le décrire aussi pour les gens qui sont en podcast. Donc, rapidement, le triangle de l'investissement, ça ressemble à un triangle. Hein. La base du bas, c'est le bien. Tiens, je vais te faire un double triangle de l'investissement. Je vais te faire le triangle de l'investissement et de l'investisseur immobilier, que j'ai commencé à dessiner. Et puis, tiens, en rouge, à côté, je vais mettre le triangle de l'investissement,
Enfin, le triangle de l'entrepreneur, en fait, qui fonctionne de la même façon. Donc là, c'est le projet. Donc la base du triangle, hein, ce qui est en bas. Pour l'investisseur, c'est le bien. Pour l'entrepreneur, c'est le projet. Le côté du triangle, côté gauche. Pour l'investisseur immobilier, c'est ce que j'appelle la branche toi. Ok, donc je vais rentrer dans le détail après, mais c'est vraiment toi, ta situation. Pour l'entrepreneur, on va mettre toi plus l'équipe. Ok, ça peut être associé salarié. Et en dernier, on va mettre pour l'investisseur IMO le montage. Et pour l'entrepreneur, le montage. Donc on est bien d'accord que ça se lit dans ce sens-là. 1, le bien ou le projet. 2, toi ou l'équipe, plus toi. 3, le montage ou le montage. Donc on va tourner comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on débute, ou même pas quand on débute d'ailleurs, hein, tout le temps, on veut toujours commencer par ce putain de 3 là, ce putain de montage, parce que souvent, à moins d'être avocat, notaire, fiscaliste, gens de droit, huissier, avocat, tout ce que tu as envie, le montage, ça nous fait un peu peur. Parce que c'est souvent là où il n'y a pas notre domaine de compétence, tu vois. C'est, faut faire des statuts. Oh là là, mais alors attends, toi, tu mets plus d'argent. Donc, combien tu vas avoir de parts? Comment ça va fonctionner? Là, on doit lever des sous. Attends, mais comment ça marche? Une levée de fonds, etc. Et on perd une énergie absolument dingue sur ce qui doit venir en dernier. Ce putain de montage. Parce que, excuse-moi, hein, mais dire que la clause 2 de l'article 4, ça doit être une clause de validation des nouveaux entrants à la double majorité dans une AG exceptionnelle, on s'en tape le cul, tu vois. C'est-à-dire que ça doit vraiment venir à la fin, puis en plus c'est même pas ton taf, tu vas juste contrôler ce taf-là qui va être fait par un professionnel, et tout le monde va se mettre d'accord, tu vois. C'est la fin, ça. Et pourtant, c'est ce que l'entrepreneur voit souvent en premier. La question: dois-je faire une SARL ou une SASU, ou est-ce que je vais être salarié ou assimilé ou RSI, ou combien je vais payer, combien les impôts et tout ça. C'est pareil pour l'investisseur immobilier. Est-ce que je dois faire une SCI? Je veux m'associer, comment ça va fonctionner? Comment ça marche les statuts? Comment je veux les impôts? Tiens, le LMNP ou LMP? Attends, si je suis LMP, du RSI. T'as pas commencé, mec. T'es même pas allé sur le terrain visiter un putain de bien. Donc ça commence par le bien, ici. Le bien, ou le projet pour l'entrepreneur. Okay, ça commence par là. Donc le montage, on s'en tape. Et vraiment, le comprendre tôt, c'est éviter cette erreur. Commencer pour l'investisseur immobilier par le bien, donc par visiter des biens, aller sur le terrain, faire des visites, se rendre compte que celui-là il pourra utiliser comme ça, celui-là comme ça, et puis celui-là il se découpe, et celui-là il se découpe pas, celui-là il a besoin de rénovation, celui-là non, celui-là il peut se revendre en partie, celui-là non, celui-là je pensais faire de la coloc, et puis en fait un achat-revente ça peut être cool, et puis tiens celui-là, j'étais pas fermé à l'achat-revente en résidence principale, putain ça ferait une super résidence principale, il y a toute la place qu'il me faut, etc. Je pourrais y vivre 2 ans à l'intérieur, l'acheter comme un investisseur, et puis le revendre et faire une plus-value, et puis en plus ça passerait bien avec la banque. Et tu vois, je pars du bien, je ne pars pas du montage. Et t'as vu là, tiens, dans mon exemple de la résidence principale, sans le faire exprès, je viens de te raconter le triangle de l'investissement dans l'ordre. C'est-à-dire, tiens, le bien, ça ferait une bonne résidence principale. Tiens, je pourrais y rester 2 ans avec ma famille parce que ça m'arrange, parce que nombre de chambres, etc. Tiens, la branche-toi. Et puis, tiens, du coup, avec la banque, ça passera plus facilement parce que j'ai rencontré mon banquier, il m'a expliqué, etc. Blablabla, le montage, tu vois. C'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses. Et pareil pour l'entrepreneur. D'abord le projet. À quel moment tu vas savoir si tu fais une SAS, qu'est-ce que je m'en tape le cul, tant que tu sais pas ce que tu vas vendre, comment tu vas le vendre, qui sont tes clients, combien ils sont prêts à payer, qu'est-ce que fait ton produit, combien de temps il va falloir pour le mettre en place, combien il te faut d'argent, est-ce qu'il te faut des investisseurs, est-ce qu'il ne faut pas des investisseurs, est-ce qu'il y a besoin de prototypage ou pas, est-ce que tu vas attaquer quel marché, comment les habitudes de consommation sont-elles les mêmes, comment va fonctionner la logistique, est-ce qu'il te faut un business plan ou pas, est-ce que tu as besoin de rachat d'actifs ou pas, est-ce que t'as du... Enfin voilà, je veux dire, le projet, il est extrêmement plus important que le reste. Et je vais parler de toutes les branches, comme ça sera fait. La branche 2, toi et l'équipe, ça vient juste après. C'est-à-dire que avoir un beau projet, c'est bien. Se dire, je vais acheter 3 immeubles pour l'investisseur immobilier, et puis tiens, les 3 immeubles, je vais les rénover, et puis tiens, je vais les rénover moi-même parce que ça coûtera moins cher.
Putain, je vais les acheter à 300 km de chez moi parce que c'est moins cher sur les prix, il y a plus de rentabilité dans ce coin-là. Donc de se dire tout ça, ce qui est valable globalement dans une branche le bien, tu vois, je trouve un bien, je trouve un pâté de maison, tu vois, il y a 3 immeubles, je me dis putain ça fera une super bonne réno, putain ça fera un... Voilà, je commence à regarder les chiffres, ouais ça serait rentable, ok, et après il y a la branche moi, tu vois, et la branche toi... bah ouais, tu vas faire les travaux toi-même, mais tu es en train de parler de faire les travaux toi-même sur 3 immeubles, à 3 heures de chez toi, 300 km. Est-ce que ta vie s'y prête? Pour certaines personnes, oui. Oui, j'ai du temps libre, beaucoup, je suis très fort, je suis un artisan, en plus j'ai des salariés, je vais pouvoir faire travailler de mes boîtes, ou alors j'ai beaucoup de réseaux sur place, maître d'œuvre, tout ce que tu as envie, oui, peut-être. Je dis pas que c'est bien, pas bien, mais il faut que la branche toi s'y prête. Il y a plein de gens qui se mettent à faire, un autre exemple immobilier, il y a plein de gens qui se mettent à faire de la courte durée, Airbnb machin, parce qu'ils ont vu sur internet avec leur influenceur préféré que c'était super bien, que c'était le nouveau truc à la mode pour être rentable et gagner plein d'argent et être rentier dans 3 semaines. Ça peut être une très bonne stratégie, mais la branche toi, dans la courte durée, salut. Hein. Alors oui, hein, on peut tout déléguer, tout automatiser, ouais, mon cul. On peut, hein, bien sûr, mais ça va pas se faire. Les revenus passifs demandent toujours une mise en place active. Ok. Et même sur du clé en main, oui mais Yann on peut faire du clé en main. Alors déjà le clé en main, ta marge, hein, la marge qu'il mange le mec, c'est pas toi qui la mange, hein, donc il faut accepter aussi de perdre de la rentabilité. Il y a toute une notion de confiance, etc., de trouver le bon acteur, blablabla, qui est quand même vachement risqué, surtout qu'il y a pas mal de touristes qui se lancent sur ce truc-là, mais bref, quand bien même sur du clé en main, tu vas devoir valider une foultitude de trucs, comme avec un salarié qui vient de te poser des questions toutes les 15 secondes. Donc, la branche toi est importante, la branche le bien ou le projet est importante, la branche l'équipe qui fonctionne avec toi, plus tes associés, plus tes salariés sur la partie projet est aussi importante avant le montage. Je te remets à l'écran pour les gens de YouTube. Donc ça se lit bien dans ce sens-là. Le bien, le projet, toi ou l'équipe, le montage en dernier. Et pensez, justement, je reviens à mon point, que le montage, on s'en tape pas, enfin penser qu'on s'en tape pas ou ne pas penser qu'on s'en tape, c'est une erreur. On s'en tape du montage. Et souvent, je le vois dans le groupe d'entraide avec les coachs, on coach sur l'académie, EPI, etc., nos formations sur lesquelles on a des coachs, nos programmes sur lesquels on a des coachs qui accompagnent les gens tous les jours. Hein. On est là 24 heures sur 24, tous les jours, on a des questions et tous les jours, tu vois, ce qui m'aide aussi vachement à te parler de ce qui peut te bloquer, etc., c'est ça, c'est que tous les jours, je suis sur le terrain, tous les jours, déjà, en plus de faire moi-même ce que je prône et ce que j'explique, ce qui aide quand même en termes d'expérience, tous les jours on aide des gens et tous les jours on a ces questions. Et tous les jours je vois ça. Tous les jours je vois des gens qui commencent par le montage et qui commencent par quelle clause je dois mettre dans mes statuts, quel type de société. Et souvent je réponds, et d'ailleurs très souvent, tout ce que tu veux, tu peux le faire. C'est-à-dire que c'est pas parce que les statuts types sur Internet ils t'ont dit que pour 30% des parts, il y a 30% des droits de vote et 30% des apports, parce que c'est le truc de base, voilà, que c'est comme ça en fait. Tu fais absolument ce que tu veux. Si tu veux dire que Jean-Michel, il met pas d'argent, mais il devra faire les travaux, que Jean-Claude, il fait les travaux, mais du coup, il a pas de temps, et lui, il met beaucoup d'argent, mais on va le rembourser prioritairement, alors que jusqu'à un certain seuil, et après, ça va changer, après, boum, ça redevient à 100% et divisé entre tout le monde, ou alors il a une préférence de 25% sur le chiffre. Tu fais absolument ce que tu veux en termes de montage, tu fais ce que tu veux. Donc, pense déjà à ce que tu as envie, ce qu'est faire. Tiens Jean-Michel, toi, jusqu'à ce que tu te rembourses, tu vas prendre 25% de plus que les autres sur une durée de 2 ans, etc. Blablabla. Et après, ce que tu veux faire, en français, tu l'écris en français, je veux que Jean-Michel il récupère ça, et puis après ça va... Tu le donnes à ton équipe. Et quand je parle de ton équipe, je parle d'une équipe de professionnels. À aucun moment, on écrit des statuts soi-même, à aucun moment on prend des statuts tout faits sur Internet. Jamais. À moins de monter éventuellement une SASU où je vais être tout seul à vie et à l'intérieur, et encore même pas, parce qu'il y a des problèmes de succession, etc. Jamais on le fait en fait. Et tu vois, je suis ni fiscaliste et je suis j'ai ni une étude notariale ou de comptabilité ou ce que tu as envie, mais au bout d'un moment, ces trucs-là, faut pas les laisser au hasard et il faut s'entourer de gens qui vont t'aider. Et oui, ça va coûter de l'argent et ça va coûter au moins 800 balles, 600 balles, aller vraiment en low cost, plutôt 1000 balles, et même parfois, nous là, dès que tu commences à avoir un groupe de sociétés avec beaucoup d'actes à passer, etc., c'est des sommes absolument folles, c'est beaucoup d'argent.
Puis si tu mets de l'international au milieu, etc., une multitude d'associés, de salariés, d'investisseurs, c'est beaucoup d'argent. On parle en dizaines de milliers d'euros. Mais alors, c'est-à-dire que t'es obligé. Obligé. Donc vraiment, comprends qu'on s'en tape du montage. Comprends que tu peux tout faire. Tout est possible. Il faut juste une bonne équipe et contrôler ce qu'elle fait. Et d'ailleurs, c'est le point suivant. Le point suivant de toutes ces erreurs et de ces difficultés que tu peux rencontrer, c'est ça. C'est de faire confiance sur des décisions de haut niveau sans les vérifier. Je reprends mon exemple. Je donne tout ça à un membre de ma Dream Team, avocat fiscaliste, de renom, etc. Et puis, par exemple, prenons un point légal. Tu vois, prenons un point de brevet, par exemple, pour une entreprise qui va déposer quelque chose sur plusieurs pays. Voilà, c'est bien ça. Une invention, tu vois, que tu voudrais déposer, protéger. Tu as vraiment un truc, tu vois. Tu as un truc, c'est super game changer pour ta boîte, pour ton futur. Tout est là-dessus, en fait. C'est ton seul truc, c'est ça, c'est cette invention, tu vois. Donc tu prends le meilleur avocat, machin, spécialisé là-dedans, etc. Il te dit, il faut faire comme ça, t'inquiète pas, je suis spécialiste de la France, en France on fait comme ça, pour l'étranger, tu m'as dit que tu visais les États-Unis, l'Espagne et le Royaume-Uni, et du coup j'ai fait appel à mes confrères, il faut faire comme ci, comme ça, etc. Voilà, merci, 15 000 euros. Ne pense pas à aucun moment que parce que tu payes 15 000 euros à un mec qui est super bon, il va pas faire de conneries. Ne pense pas à aucun moment que quand tu fais appel à un cabinet de très haut niveau, super bien, Big Four, machin, tout ce que tu veux, ils n'ont pas toujours des clients plus gros et plus urgents que toi, et parfois, souvent le travail est très bien fait, hein, mais parfois il y a des erreurs, ou le travail est bâclé, ou tout est bon, et à 98% du dossier il est bon, mais on n'avait pas fait gaffe à l'Irlande. Et puis l'Irlande, il se trouve qu'on a un concurrent qui va nous niquer notre brevet, machin, etc. Donc, les décisions de haut niveau, tu dois contrôler. En fait, c'est aussi simple que ça. La confiance n'exclut pas le contrôle. Tu dois contrôler. Et oui, de la fiscalité internationale de haut niveau, c'est super compliqué. Tu vas rien y comprendre et tu vas y perdre des heures parce que si tu commences à vérifier les textes, etc., qu'a cité l'avocat machin, et en fait, tu es obligé de passer par là. Donc, tu as plusieurs approches. Soit tu vérifies toi-même et tu vas vraiment profond dans le truc. Et bon, en effet, tu vas perdre beaucoup de temps. Donc, attention à ton temps, qui va être sûrement plus valable ailleurs. Mais parfois, d'accepter de se hedger un petit peu. Hein, c'est marrant, c'est un petit peu comme se hedger sur les marchés financiers. De se dire, OK, tiens, là, j'achète une option, je me couvre, tu vois, je couvre ma position. D'accepter de couvrir sa position, de couvrir la décision avec un autre avis, par exemple. Ça va coûter encore une deuxième fois 15 000 balles. Putain, merde, ça va coûter 30 au lieu de 15. Sauf que ces deuxièmes 15 000, ça se trouve, ils vont m'éviter une erreur à 1 million. Quoi. Donc, encore une fois, il faut mettre les bonnes choses au bon niveau, hein, et engager les bonnes ressources au bon endroit. Mais ce qu'il faut comprendre derrière tout ça, c'est qu'il faut contrôler les décisions de haut niveau, les vérifier. Je pense à la fisca, je pense à la compta, je pense à tous les points légaux, je pense à tout ce qui engage ton entreprise. J'ai un exemple qui me vient dans mes premières années, mes tout débuts de marchand de biens. J'avais un associé très bon au demeurant que je remercie beaucoup d'ailleurs. On a passé vraiment des super moments ensemble. Sauf qu'il était... disons que la fiscalité, c'était pas non plus son gros point fort, quoi. Donc il allait beaucoup de l'avant, un vrai bulldozer et tout, donc c'était super cool pour avancer, pour travailler. Par contre, en fiscalité, c'était vas-y, on fait et puis on verra, quoi. Je me rappelle qu'on a pris des décisions de TVA, notamment en marchand de biens, où on a fait des conneries, quoi. Parce qu'on a pris de la TVA sur marge alors qu'on aurait pu faire de l'exo, parce qu'on ne s'est pas rendu compte, il y a des trucs qu'on n'a pas anticipés, et clin d'œil aux marchands de biens ou à ceux qui veulent le devenir. Vous savez à quel point c'est casse-gueule sur tous les plans, ce métier-là. Et la TVA, c'est un des plans extrêmement compliqués, extrêmement complexes. Et tu vois, de faire confiance à tout un tas de gens, hein. Et mon associé, parce que je me dis, c'est lui qui sait, tu vois, il a la connaissance. Tu vois. C'est un petit peu comme mon exemple avant, je fais confiance à un seul avocat parce qu'il a la connaissance. C'est vrai, il avait plus de connaissances que moi, mais toujours pas assez. Mais lui, il tirait sa connaissance aussi d'autres gens, de notre cabinet comptable, pour le coup, même de notre notaire, qui n'était pas du tout spécialisé dans le marchand de biens, et donc qui
parfois par manque de temps, parce qu'on sait à quel point les notaires peuvent être débordés, et ben ouais, ça c'est bien, ça marche, c'est légal, c'est bon, vous pouvez le faire. Mais légal ne veut pas dire que c'est la meilleure solution, parce qu'un notaire n'est pas un conseiller fiscal. Donc, tu vois, c'est extrêmement important de vérifier les décisions de haut niveau. D'où, encore une fois, l'équipe. L'équipe, et quand je parle d'équipe, je parle et des gens que tu peux, en consultant, hein, donc ces professionnels type avocat, etc. Ou même l'équipe interne. Salariés, ça fonctionne très bien. Ou les associés, encore une fois. Parce que de bons associés au bon endroit, tu vois, là par exemple, si on reparle des problématiques fiscales, légales, etc., là chez Green Bull, c'est Benoît, que je salue s'il écoute ce podcast, qui gère tout ça. Et puis heureusement, tu vois. Parce que si on devait tous à notre niveau, chacun, de 6 associés, et de aujourd'hui bientôt 100 personnes, on va être 100 en 2021, je vous ferai une vidéo sur le sujet, on passera les 100 salariés, je pense. Je pense pas d'ailleurs, je suis sûr, on n'a pas des rigolos. Si à chaque fois toutes les personnes dans la boîte devaient tout valider, ça ne fonctionne pas. Il faut quelqu'un, il est là, il a lui son équipe, et salarié et consultant externe, et puis c'est lui le papa et c'est lui qui valide. Mais lui, il fait ce travail-là, tu vois. Tu ne peux pas... je dis pas qu'il faut que tu le fasses toi, mais je dis qu'il faut le faire. Ça, c'est clair. Tu dois valider les décisions de haut niveau, parce qu'elles sont trop casse-gueule. Ok ? Voilà. Pour ce point, je pense que j'ai assez enfoncé le clou. Point suivant. Pareil, on en a déjà parlé, mais je suis obligé de t'en reparler, c'est ne pas vouloir découper et mesurer. Découper, mesurer, je te renvoie vers le podcast où on en parle. Globalement, on parle d'un fonctionnement mental, de prendre tous les éléments possibles qui vont impacter donc mon business ou mes investissemements. Hein. Donc je vais penser par exemple à mes ventes, et de ne pas les découper et les mesurer. Et quand je dis découper, c'est très simple. Je regarde ce que je peux découper. Donc vas-y, je vais partir, je te fais mon exemple des ventes. Donc ok, dans ma société, on fait des ventes. Ok, comment on les fait ? Quel canal ? Celui-là, celui-là et celui-là. Ok, on prend les canaux tous un par un. Donc vas-y, Internet. Ok, Internet. Comment on vend sur Internet ? On vend via un site, via de la pub, via une chaîne YouTube, via des affiliés et des gens qui font des ventes pour nous, des partenaires, et via, je sais pas, un autre canal. Ok, pareil, à chaque fois. Tous les canaux, on va les découper. Ok, notre pub. Combien on paye ? Combien nous coûte un lead ? Combien nous coûte une transformation ? Quel est notre taux de marge là-dessus ? Etc., etc. Et tu vas découper, et mesurer, bien sûr, parce qu'on ne va pas découper pour le plaisir. Hein. On met ça dans un Excel, on met ça dans un dashboard, et puis on évolue au fil du temps, et on découpe et on mesure, on y revient. Et je vais chercher à découper le plus micro possible, en tout cas au début. Après, je vais peut-être écarter certaines métriques qui ne font pas de sens. Genre, par exemple... une métrique qui ferait pas de sens pour un investisseur immobilier, tiens, ce serait de dire cette semaine j'ai fait 3 offres et la semaine dernière j'en avais fait 6. Ça fait pas trop de sens parce que c'est un petit peu la chance de trouver le bon bien, etc. Ça ferait peut-être plus de sens de dire cette semaine j'ai fait 20 visites, j'ai été super productif, et la semaine dernière j'en ai fait que 5 parce que tu vois, j'avais pas bien géré mon temps, j'aurais pu faire ça, et puis dans ma façon de prospecter, etc., etc. Tu vois. Alors là, je sais que les investisseurs débutants se disent ouais, mais il est fou avec son nombre de visites et d'offres. Je parle pour un mec qui se professionnalise ou pour un marchand. Mais peu importe, encore une fois. Ça fonctionnerait pour un particulier de se dire, voilà, mon objectif c'est X ou Y. Donc découper, mesurer. Plein de fois dans ma vie, ça m'est arrivé de ne pas assez le faire. Je pense notamment quand j'avais mon bar. J'ai eu un bar, j'ai réalisé peut-être le fantasme d'à peu près tous les hommes sur Terre, c'est un jour d'avoir son propre bar. Je l'ai fait. Et c'est vrai que quand je gérais ce bar, j'étais dans une période de ma vie où j'avais par le passé fait de l'argent avec l'immobilier, je travaillais avec mon associé, puis on s'est séparés, puis j'ai eu ce bar au milieu, après j'ai refait de l'immobilier, etc. Et bref, ma vie c'était beaucoup d'immobilier et jamais de bar, tu vois. C'est genre un truc un peu con, tu vois, de dire tiens vas-y, viens on le tente, et viens on crée un concept, etc. Bien sûr, hein, c'est pas juste je fais un bar, tu vois, c'est genre, moi je voyais déjà franchiser, créer un concept, donc créer une ambiance, donc créer toute une déclinaison, toute une charte graphique, etc., une façon de faire, une carte, enfin tout le bordel, tu vois. Pas juste j'ouvre un bistrot, tu vois. Donc chose que j'ai fait. Mais à cette époque, j'étais pas aussi, j'avais pas, tu vois,
autant d'intelligence business, et heureusement, parce que maintenant ça remonte à 6-7 ans, je pense, de tête. Et j'avais pas autant d'intelligence business. Et bah ouais, je découpais, je mesurais pas assez, tu vois, dans la gestion de mes stocks, dans la gestion de ma marge. Tu vois, je savais très bien ce qui me faisait gagner de l'argent, comment, combien, à peu près, à la louche, au doigt mouillé, mais pas assez, tu vois. Je suis incapable de te dire, si j'étais capable de te dire combien je passais de fûts de bière une grosse soirée, tu vois, mais j'étais incapable de te dire que je gagnais tant de marge par verre qui faisait que si j'arrivais à augmenter ne serait-ce que de 10% la fréquentation moyenne de blablabla, tu vois. Et je faisais un peu d'acquisition pub, je faisais un peu d'événements, de concerts, de trucs comme ça, mais je mesurais pas assez les effets, tu vois. Ouais, ok, tu fais un concert, ton bar il est plein, c'est génial, tu fais du chiffre d'affaires. Mais je mesurais pas assez, tu vois, d'où viennent les gens, comment ils ont connu, est-ce que c'est la première fois ou pas. Je récupérais pas les coordonnées, je faisais pas assez de promos, tu vois, et plein de choses comme ça. Et si j'avais plus découpé, plus mesuré, bah, je me serais rendu compte de plein de choses. Je me serais rendu compte que pour fidéliser les gens, bah, c'est bien de faire des trucs bien et de les fidéliser, mais que aussi parfois, il faut leur envoyer des trucs ciblés, tu vois. Et pour leur envoyer, bah, ça marche super bien, ok, j'aurais regardé les métriques, etc. Mais je me serais rendu compte à ce moment-là que comment je leur envoie. J'ai pas de numéro de téléphone des gens, j'ai pas les emails des gens, peut-être que je pourrais les récupérer. Comment je les récupère? Est-ce que je ferais pas un jeu concours? Est-ce que je leur ferais pas faire des questionnaires de satisfaction? Est-ce que tout simplement je leur dirais pas, bah, mettez-vous sur la mailing list du bar et vous serez au courant, vous aurez les concerts, les machins, vous allez recevoir en avant-première, parfois vous aurez des réductions, enfin tu vois, ce genre de trucs. Et si je le refaisais aujourd'hui, je le ferais très très différemment. Pareil sur mon temps. Bon, j'aimais bien ça, c'était très cool. Du coup, j'y passais beaucoup de temps pour un plus que nécessaire. Et donc du coup, mon temps était pas bien géré. Tu vois, si j'avais mieux découpé, mieux mesuré, je me serais rendu compte que plutôt que de mettre plein d'autres trucs entre parenthèses qui auraient pu me permettre d'être plus équilibré, même plus efficace au niveau de la gestion de mes finances et de mon développement patrimonial, bah, j'aurais peut-être pu plus processer, plus déléguer, encore une fois. Ça ne m'empêchait pas de déléguer, etc. Mais peut-être plus, voire plus grand. Et puis si je m'étais pas dit que le montage devait venir avant pour ma franchise, pour ma levée de fonds, pour grossir et pour ouvrir 5 autres antennes, etc. Et si je m'étais pas dit que bah, finalement, ce montage il devait venir avant, donc bah, il fallait que je mette de l'argent de côté tout doucement ou que je réinvestisse ce que je gagnais à côté pour être capable d'avoir enfin le pécule nécessaire pour lancer une deuxième, une troisième antenne, etc. Et bah, c'était des conneries, parce qu'en fait, si je m'étais intéressé au projet et pas au montage, bah, je me serais rendu compte qu'il y avait 1000 autres possibilités de financement. Possibilités qu'on utilise aujourd'hui avec Green Bull Group, ou qu'on n'utilise pas d'ailleurs encore ou forcément, mais que je connaissais pas à l'époque, parce que j'avais pas l'intelligence business, encore une fois, j'avais pas la formation nécessaire, de me rendre compte il y a 15 façons différentes de lever des fonds. Il y a 30 façons différentes de se financer, et j'aurais très bien pu en lancer 3 au lieu d'en lancer 1. Le jour où j'ai lancé, parce que finalement c'était à peu près le même travail, parce que le gros du travail c'est créer, inventer, réfléchir. Donc ne pas découper, mesurer, ben ça t'amène à faire des conneries comme ça, et ça fonctionne avec tout, hein. Je t'ai pris un exemple là comme ça, mais ça fonctionne avec absolument tout ce qui demande de la productivité, tout ce qui peut te permettre d'être meilleur, tout ce qui est mesurable, ça va fonctionner. Ça va fonctionner même pour du sport, tu vois. Je prends un athlète de haut niveau, tu vois, qui va vraiment découper et mesurer ses entraînements, ses réussites, qu'est-ce qu'il fait progresser plus. Tiens, le basketteur, qu'est-ce qui fait qu'il a une meilleure détente, tu vois, quand il s'entraîne comme ci, comme ça, avec maintenant en plus tous les capteurs, etc., qu'on peut avoir, de vraiment être capable de découper, mesurer absolument tout pour aller chercher cet alpha, tu vois, pour aller chercher cette courbe qui va être plus importante. Oui, ça fonctionne de faire des choses au doigt mouillé. Oui, il y a de très bons investisseurs, de très bons marchands de biens, de très beaux promoteurs qui font des promotions au doigt mouillé. Mais je t'avoue que ceux qui sont bons, ils ont découpé, ils ont mesuré, ils ont du tableau Excel, ils processent. Et ils font grandir cette intelligence business. Et voilà. Mais toujours est-il que bah, ça reste des expériences qui vont te faire grossir. Et d'ailleurs, c'est le point suivant. Le point suivant qui peut te bloquer, qui est une difficulté que j'ai rencontrée et que je pense que je vais continuer à rencontrer comme ça en dents de scie, et que tu peux rencontrer, c'est oublier les expériences passées et refaire les mêmes erreurs. C'est quand même complètement con. Souvent, on fait des erreurs qui nous coûtent du temps, de la fatigue, de l'argent, de la motivation, parfois des relations humaines, etc.
Et dès que cet inconfort est passé, parce qu'en fait, ce qui fait mal, c'est toujours l'inconfort. Dès que cet inconfort est passé, on refait les mêmes conneries, tu vois. Je pense à, encore une fois, sur les business. Ne pas être assez exigeant sur les critères d'entrée. D'ailleurs, ça fonctionne pour l'immobilier aussi. Ne pas être assez exigeant. Un bon business, tu vois. Est-ce qu'un bar est un bon business ? Non, c'est nul. Est-ce qu'une franchise est un bon business ? Je parle d'être franchiseur, de monter une chaîne. Enfin, pas forcément une franchise d'ailleurs, mais en tout cas une chaîne. Ah, déjà, meilleur business. Franchiser son concept. Ah, déjà, meilleur business. Pourquoi ? Parce que tous les critères d'un bon business qu'on a vu, que tu peux regarder sur un autre podcast qui s'appelle Les critères d'un bon business, un autre business en bagnole, tous ces critères-là de est-ce que c'est scalable, est-ce que j'ai de l'equity value, est-ce que c'est value, est-ce que c'est revendable, est-ce que je peux l'internationaliser, etc. Tous ces critères-là sont super importants. Et entre deux business, je reviens sur entre le bar et la franchise, c'est 2 fois la même chose, sauf qu'il y a une fois la façon de le faire fait que c'est déjà vachement plus intelligent au niveau business. Donc, sois exigeant sur tes critères d'entrée. Si je devais le refaire, je le ferais pas du tout de la même façon. Et en effet, dès le début, je penserais à tout ça. Et dès le début, je me dirais comment je fais, comment je le mets en place pour que ça soit tout de suite dans les critères d'entrée si je décide de rentrer. Bon, aujourd'hui, maintenant, tu me dis tu veux faire une franchise, je te dis non. Mais si je décide d'entrer, en tout cas, je le fais pour que ça rentre dans les critères. Sois exigeant avec tes critères. Tu peux t'inspirer des critères dont je t'ai parlé sur ce fameux podcast et le réécouter, ou préparer les tiens, tes critères propres. Je sais qu'il y a des gens, par exemple, qui sont spécialisés dans un pan de l'entrepreneuriat, ou qui savent faire qu'une chose, ou en tout cas qui aiment faire qu'une chose, ou alors dans une industrie. Il y a des gens, ils ont travaillé toute leur vie, je sais pas moi, dans les télécoms, et pour eux, les critères d'un bon business, c'est un business qui est dans les télécoms. Et si demain on vient les voir et on leur dit... moi j'ai un super business, viens on va monter un fleuriste, et ils vont dire non parce que c'est pas dans mes critères, c'est pas ma zone d'excellence. Alors bon, c'est un peu bidon mon exemple parce que un entrepreneur en général il réfléchit pas par vertical comme ça, mais tu as compris l'idée. Et dans l'immobilier c'est pareil, on ne fait que des bonnes affaires ou on fait rien. C'est-à-dire que sois exigeant sur tes critères. Souvent, on cherche, et quand on débute surtout, voilà, on a vu les influenceurs Instagram sur Internet, et puis on se dit, putain, c'est facile, l'immobilier, il suffit que j'achète 3 immeubles, et puis j'aurai 2000 € par mois, ou 1000 € par mois, et ça sera cool, et puis après je vais enchaîner, etc. Et donc on commence à visiter, on se rend compte que c'est quand même vachement plus compliqué au niveau de trouver une bonne affaire, mais bon, on comprend pour les gens tous les gens que j'accompagne, tu vois, par exemple. On comprend qu'il est possible de le faire. Mais on comprend aussi que ça va demander quand même une mise en place très active et que les putains de bonnes affaires, elles existent. Celles que Tata Rachel, elle nous dit ça n'existe pas, tu vois, les immeubles à plus de 10%, etc. Bien sûr qu'elles existent, mais elles sont dures à trouver. Parfois, elles sont faciles sur un coup de chance, mais dans la majorité des cas, elles sont dures à trouver. Mais il faut accepter que soit on fait une putain de bonne affaire parce qu'on est un investisseur rentable et qu'on veut enchaîner. C'est sûr que si je veux en acheter qu'un, je peux accepter de faire un truc basique. Je peux acheter un 5%, pas de problème, c'est génial. Un 3, un 2% de rentabilité, mais je vais en faire qu'un, je vais en faire que 2. Après, je vais rapidement être bloqué. Et mes objectifs sont pas les mêmes. Je suis un mec très patrimonial, j'habite à Paris, j'ai 72 ans, tu vois, éventuellement. Mais si mon objectif, c'est encore une fois celui-là, investisseur rentable enchaîné, il faut que je sois super exigeant. Si mon objectif, c'est être un entrepreneur à succès, enchaîner les boîtes, monter comme ça de plus en plus de sociétés, c'est ce qu'on est en train de faire chez Green Bull, de se dire, ok, on sait faire de l'entrepreneuriat, ou en tout cas, on est de mieux en mieux, on est loin d'être les rois du monde, personne ne l'est, mais à force de le faire, on est de mieux en mieux. Et oui, les boîtes qu'on monte, elles fonctionnent, continuons, tu vois, enchaînons. Mais par contre, il faut bien des critères. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on accepte des trucs en physique ? Est-ce qu'on fait que de l'internet ? Est-ce que pour nous, le monde de demain, ça sera de l'intelligence artificielle ou ça sera des éoliennes, tu vois ? Est-ce qu'un business qui est internationalisable, qui n'est pas internationalisable, on le refuse ? Ou est-ce qu'au contraire, on se focus que sur la France ? Est-ce que l'equity value nous intéresse parce qu'on a compris que c'est aussi ce qui faisait beaucoup de patrimoine, et c'est ce qui permettait aussi aux créanciers de te prêter, ce qui vraiment la force de ton patrimoine elle est là. Est-ce qu'on pense les boîtes pour les revendre ? Est-ce qu'on les pense pour les garder ? Est-ce qu'on les staffe ou est-ce qu'on les staffe pas et on fait un pool au niveau du groupe, etc. Enfin, tu vois, il y a plein de possibilités. Donc, sois très exigeant vraiment sur les critères d'entrée. N'oublie pas les enseignements des expériences passées parce que bien souvent, les critères arrivent après. Bien souvent, on fait une connerie. Je te remonte l'exemple du bar. Voilà, c'est ça.
Bah ouais, je ne l'ai pas fait assez bien. Et aujourd'hui, je ne le ferai plus pareil. Et les critères, ils sont venus de là. Enfin, en tout cas, les critères de la case bar, ou même d'une partie de la case entrepreneuriat. Donc, n'oublie pas vraiment ces critères. Marque-les, note-les. Note-les. Moi, les critères que je t'ai donnés dans les critères d'un bon business, c'est les critères que je pense qui sont des critères d'un bon business, tu vois. Vraiment. C'est-à-dire que si tu me proposes un business qui sort de ces critères-là, je refuse. Enfin, je sais même pas, je refuse, je l'étudie même pas, en fait. Et pareil pour l'immobilier. Deuxième point, dans les enseignements des expériences passées, autre exemple, ne pas respecter ses propres règles. C'est un petit peu la même chose, mais je ne te parle pas de critères d'entrée cette fois-ci, je te parle de règles qui vont être dictées par tes expériences passées, encore une fois. Genre typiquement, on en parlait sur les marchés financiers un petit peu plus tôt, où j'ai vu un exemple d'un investisseur dans le groupe Will of Aria qui était rentré pendant la folie GameStop, marché vertical, etc. Moi j'ai une règle par exemple qui dit on ne rentre jamais sur un marché vertical. On ne rentre jamais sur un marché vertical. À partir du moment où le graphe il fait ça, on ne rentre pas. On cherche à rentrer avant, très bien. Quand un marché est vertical et qu'on est déjà rentré, c'est super, on est extrêmement content, on remercie l'univers, mais on ne rentre jamais sur un marché vertical. On rentre éventuellement sur un pullback pour rentrer plus haut. Ça, c'est mon critère personnel. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que 99% du temps, ça te faisait perdre de l'argent, parce que quand tu es un investisseur intelligent, tu es aussi un petit peu à l'inverse de la masse des retail qui justement achètent quand ça monte et vend quand ça descend, parce qu'il achète sur le grid et il vend sur la peur. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Et il faut avoir des plans et les tenir. Donc, tu vois, de ne pas respecter cette règle, parce que, attention, je suis rentré plus d'une fois sur un marché vertical, et je me suis rendu compte plein de fois que c'était une connerie de rentrer sur un marché vertical. Parce que l'upside potentiel est bien inférieur, pour le coup, parce que ça a déjà verticalisé, que la perte maximum potentielle. Donc du coup, tu as un risque-rendement dégueulasse. Donc, il va te falloir, parfois, moi par exemple, c'est cette règle-là, qui est très marché financier, il va te falloir plusieurs fois, tu vois, pour l'accepter, pour qu'elle soit rentrée assez profondément dans ta tronche, pour accepter de pas FOMO la prochaine fois qu'il y aura un putain de marché vertical, et de se dire, attends, oh là là, parce que qu'est-ce qu'il pense ton cerveau ? Il se dit, je vais rater l'affaire du siècle, vite, j'ai vu l'autre sur Instagram avec sa ceinture Gucci et sa Porsche, putain, j'ai trop envie d'être pareil que lui, ouais, ça va être trop bien, je vais aller vivre à Dubaï. Putain, je suis moi aussi une putain de caricature, les gars, je suis désolé. Ça va être génial, etc. Et donc, du coup, t'es en FOMO, quoi. Et là, tu oublies absolument toute la rationalité de ton cerveau et tu rentres. Et bien souvent, en plus, tu fais la deuxième erreur de dire tu savais déjà qu'il fallait pas rentrer sur un marché vertical et en plus, ton allocation, tu l'oublies du jour au lendemain. Tu sais très bien qu'il faut suivre tes règles qui sont propres, je sais pas moi, 0,5 de risque par trade ou 2% sur une ligne de portefeuille moyen terme, etc. Tu as mis tes propres règles en place, encore une fois. Tu vas voir dans l'application Aria ou dans le groupe Will of Aria si tu comprends rien à ce que je dis et que tu t'intéresses au marché financier. Et ces règles, tu les as, mais tu les oublies, tu vois. Du coup, tu vas faire une très grosse connerie qui va encore te coûter de l'argent. Les expériences coûtent cher. Tu te dis, après, tu te dis, putain, j'ai encore perdu 10 000 balles, putain, je suis vraiment un connard. Je vais m'en rappeler cette fois-ci. Mais vraiment, rappelle-toi-en. C'est-à-dire que tu l'écris. Tu l'écris sur ton journal de trading, tu l'écris dans ton journal intime, tu l'écris dans ton téléphone, tu l'écris où tu veux, mais tu l'écris vraiment. Parce que sinon, tu vas refaire la même erreur. Et tu entends mon chat qui miaule parce qu'il a faim. C'est pas grave, on va continuer. Point suivant. Pareil, dans les enseignements des expériences passées, je vais rester un petit peu sur l'investissement. Attends, je vais lui donner à manger, c'est pas possible. Attends, on va faire une pause. A few moments later. Bon, désolé, saloperie de chat. Bon, j'en ai 3, à force de les sortir de la rue. Ça commence à être un petit peu la ménagerie. Donc, je reprends mes exemples dans les enseignements des expériences passées, refaire les mêmes erreurs. On a parlé des marchés verticaux, on a parlé de ne pas être assez exigeant, donc de ne pas respecter ses propres règles. J'en ai une autre qui est le pendant des marchés verticaux, donc il faut que je te parle quand même pour tous les gens qui sont investisseurs, marchés financiers, crypto, etc. Je te fais un petit dessin pour ça aussi. Tu as la fameuse règle Y égale à X que tout le monde connaît maintenant, je l'espère. Si tout le monde ne la connaît pas, tu iras jeter un œil à l'atelier épargne, ce sera 1 heure de ton temps
bien investi sur la chaîne YouTube Atelier Épargne. Donc Y, je te l'écris en toutes lettres, tes revenus sont égaux à ton capital multiplié par ton rendement. Ok ? Donc, exemple très simple, voilà, tes revenus sont égaux à 10 000 fois 10%. Voilà, tu as gagné 1 000 euros. C'est aussi simple que ça, l'investissement. Ce qu'on oublie dans la vie, c'est que il est beaucoup plus important, peu risqué, facile de travailler son A et d'augmenter ce A et rester sur un X à un niveau humainement OK au niveau de la balance. Tu t'en rappelles de la balance risque-rendement. Si je vais chercher plus de rendement, je vais devoir aussi augmenter mon risque. C'est une balance qui va dans le même sens finalement. Il est beaucoup plus simple d'augmenter ça que d'augmenter ça. 10%, je sais faire, c'est facile. 8%, encore plus simple. 12%, je sais encore faire. 15, 18, 20, allez, je sais encore faire entre l'immobilier, les marchés financiers, etc. Et puis après, il y a des accidents de richesse parfois, où oui, une très bonne année, marché financier, l'an dernier, bon, j'ai partagé ça dans le groupe Aria, on fait des 63% parce que bien rentré, bon moment, crise financière, beaucoup de volatilité, c'est génial. Mais c'est pas ce qui arrive. En fait, c'est une erreur mathématique, c'est une erreur statistique. C'est-à-dire que si la statistique de base, de se dire avec un bon risque-rendement, j'arrive à faire 10%. Je parle toujours de ces 10% parce que pour moi, vraiment, un investisseur formé qui a compris un petit peu la vie, il sait faire 10%. Ok ? Je pense que si tu es sur cette chaîne, tu sais faire 10% entre l'IMO, etc. et tout ce dont on parle. Et j'estime qu'à 10%, on a une balance risque-rendement qui est cool, tu vois, c'est-à-dire que tu n'es pas trop risqué, etc. Donc partons du principe que la statistique, c'est que 10%, c'est bien équilibré, tu vois. D'aller chercher plus, ça va être plus risqué. Et plus je vais aller chercher plus, et plus, et plus, et plus, et plus je vais augmenter mon risque. Ok ? Donc, certes, je vais parfois avoir plus, parce que y a des années où voilà, super année sur les marchés financiers, et puis bon je vais être à ça de rendement parce que les planètes se sont alignées, c'est comme ça. Mais là, j'ai pas travaillé mon X, j'ai eu un accident positif en fait, parce que moi au départ j'ai visé ça, j'ai bien visé ça, parce que ça c'est mon X avec lequel je suis confortable, 10, 12, mais encore une fois ça dépend des classes d'actifs. Hein. Et franchement 10% sur ton patrimoine total, allons-y, hein. Cool, bien, tu vois. Donc enfin, pareil, c'est toujours pareil. 10% sur un patrimoine important, c'est bien. 10% sur 1000 balles, non. C'est toujours pareil. C'est le danger avec les pourcentages, c'est que quand on les exprime sur des gros patrimoines, forcément, ils deviennent plus petits. Plus le patrimoine augmente, plus le pourcentage diminue. Mais toujours est-il que, bref, on s'en fout de cette parenthèse. J'ai bien conscience que moi, mon risque, il est là. Et ce que je vise et mes résultats potentiels, ils sont là. Et quand il m'arrive ça ou ça, si j'ai visé ça et que ça m'est arrivé, ok, accident positif. Par contre, si je vais viser ça, là, je vais chercher des 80, des 90%, là, je cherche à augmenter mon risque, je déséquilibre ma balance risque-rendement. Je ne peux pas faire du 80, du 100%, du 60% comme ça à chaque fois. Je ne peux pas garantir que chaque placement me rapporte ça. Donc, un jour ou l'autre, peut-être ça va marcher une fois, deux fois, trois fois, et puis un jour ou l'autre, ça ne marchera pas. Sauf que si je cherche toujours à augmenter mon X, vu que je suis dans le mindset du mec qui augmente son X, je suis aussi dans le mindset de la scarcity. Je suis aussi dans le mindset de la peur, je suis aussi dans le mindset du mec qui veut tout trop vite et qui ne prend pas en compte, même pas qui n'a pas compris, parce que bien souvent tu l'as compris, que les statistiques, elles gagnent toujours. Et que si je lance un dé et que j'essaie de faire 3 x 6, parfois je vais réussir à faire 3 x 6, mais la majorité du temps je ne vais pas y arriver. C'est exactement pareil de chercher des rendements débiles. Parfois ça va marcher, et puis si j'ai pas de chance, entre guillemets, et que ça marche dès le début, je vais me dire, c'est normal en fait, j'ai l'habitude d'avoir des rendements super importants comme ça. Et puis jusqu'au jour où ça va pas marcher. Et le problème c'est que je vais chercher beaucoup de X, donc beaucoup de risques. Du coup, je vais mettre plus de A, parce que je suis dans ce mindset-là d'aller chercher gros. Moi, je veux être millionnaire cette nuit. Donc, je cherche un gros X, 300%. Aller all-in sur une crypto qui vient de sortir. Et forcément, je vais aussi mettre pas mal de A, parce que, je fais mes calculs et je me dis que pour être millionnaire cette nuit, faut que je charge très fort et je mette toute ma force sur le X, mais il faut aussi que je mette du A. Et puis, statistique, ça a marché 2-3 fois, sauf que là, ça marche plus.
Et vu que j'ai cherché beaucoup de X, et vu que je me suis chargé en plus en allocation, parce que j'ai ce mindset qui ne fonctionne pas, de chercher du X, patatras, je repars en arrière, je perds du temps, je perds de l'argent, je fais de la merde, et j'apprends. Et une fois que j'ai appris ça une fois que je l'ai assez entendu, parce que Yann m'a assez rabâché les oreilles avec cette histoire-là, il va falloir aussi qu'à un moment, ça vienne dans ma tête, et que je le comprenne, et que donc, encore une fois, enseignement de l'expérience passée, je ne refais pas la même erreur, et je comprends que chercher du X est plus dangereux que d'augmenter son A, et qu'on finit statistiquement toujours par perdre, et que le marché ou l'investissement ou l'immobilier ou tout ce que tu as envie finit par te reprendre ce qui s'est passé. Il y a peut-être une possibilité où tu arrives à avoir des X absolument débiles sur ton patrimoine et qui fonctionne, ça va être l'entrepreneuriat, où en effet le jeu de l'equity fait que tu peux multiplier ta boîte par 1000, 1 million, 1 milliard et être très très riche assez rapidement. Enfin, il n'y a pas de boîtes qui font fois 1 million assez rapidement en vrai. Hein. Tu le vois dans les journaux, tu as l'impression que c'était facile, mais ça a été compliqué. Mais toujours est-il que ça, c'est quand même relativement possible d'avoir un gros X grâce à l'entrepreneuriat. Par contre, ça va demander quelques sacrifices, qui est du temps, de la prise de tête et des risques. Encore une fois, balance risque-rendement. Donc toujours est-il que pour tous les placements, on va dire classiques, parce que l'entrepreneuriat n'est pas un placement, hein, donc le Y égale X ne fonctionne pas. Et je voulais faire une parenthèse sur le X. Pour tous les placements, cherche plutôt du A pour faire grossir tes revenus plutôt que du X, parce que de toute façon, que tu changes la variable A ou la variable X, le Y va grossir. Encore une fois, dans les 2-3 exemples là, des enseignements passés, j'ai aussi quelque chose que je vais te partager, c'est les risques rendements asymétriques. Tiens, je vais aussi te continuer les dessins. Ce qu'il faut chercher, c'est des risques rendements. Donc tu connais les risques rendements, hein, pour tous les gens qui investissent, marché financier, etc. En gros, c'est combien je risque pour combien je peux gagner potentiellement si tout se passe bien. Par exemple, si je risque 10 pour gagner 100, j'ai un risque rendement de 10, parce que je peux faire fois 10. Donc c'est plutôt un bon risque rendement. Mais la question aussi à se poser, c'est combien je peux perdre maximum. Parce que si j'ai investi 10, là on ne va plus parler en chiffres absolus, on va parler vraiment en euros. J'ai investi 10 euros pour en gagner 100, j'ai toujours un risque rendement de 10. Si mon risque maximum c'est 10, par exemple, j'accepte que mon 10 descende jusqu'à 0 et puis que j'ai tout perdu. Par contre, si j'ai investi 10, mais qu'en vrai j'ai un stop loss à 8, et puis ma position se coupe, je revends, ou voilà, mon risque maximum c'est 2, mon risque maximum c'est 2, mon rendement maximum c'est toujours jusqu'à 100. Là, j'ai un risque rendement beaucoup plus important, puisque je risque pas 8, je risque 2 pour aller à 100, donc j'ai un multiplicateur de 50, j'ai un fois 50. Okay, donc pareil, ça c'est très théorique, c'est des grands chiffres, mais ce qu'il faut comprendre, c'est la philosophie de ça, c'est de chercher des risques rendements asymétriques. Chercher toujours cette asymétrie entre le risque et le rendement. Si je risque 1 euro pour gagner 1 euro max, ça ne m'intéresse pas. Si je risque 1 million d'euros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 euros, 1 million d'euros pour gagner 1 million d'euros, ça ne m'intéresse pas. Tu vois, j'ai augmenté, j'ai gagné 1 million au lieu de gagner 1 euro, mais pour moi c'est pareil. Parce que je ne regarde pas combien je gagne, encore une fois, je ne regarde pas le chiffre, je regarde le risque-rendement. Il faut que le risque-rendement soit asymétrique. À aucun moment je vais risquer 1 million pour gagner 1 million. Par contre, si tu me dis ton risque max c'est 1 million, et à la sortie, prenons du private equity par exemple, tu as investi 1 million dans ma boîte, donc c'est ton risque max. Pour le coup, le private equity, ça peut aller à 0. Par contre, je t'explique par A plus B que mon plan, c'est ça. Encore une fois, c'est un rendement potentiel, comme tous les rendements. Mais globalement, quelque chose de réaliste, c'est un multiple de 100. Là, j'ai un risque rendement vraiment asymétrique. Donc, la question à se poser, c'est OK, est-ce que mon risque rendement asymétrique, il est réaliste ou pas? Mais ça, c'est encore une autre question. OK, donc, chercher des risques rendement asymétriques, c'est super important, et dans l'investissement tout bête en bourse ou sur une crypto ou sur une entreprise ou sur l'immobilier, de se dire voilà, est-ce que je risque de gagner plus que ce que je risque de perdre? Est-ce que mon rendement potentiel, réaliste, est supérieur à mon risque? Extrêmement important, en plus des autres règles, en plus d'être exigeant sur les critères d'entrée,
en plus de ne vouloir faire que des bonnes affaires, en plus de respecter ses propres règles, celles dont on a parlé, du marché vertical, du X, du A, chercher des risques rendements asymétriques, ça va venir booster tout ça. Et encore une fois, ça, c'est des trucs qui viennent avec l'expérience. Ou parfois, tu as pris des risques inconsidérés pour pas gagner tant que ça. Parfois, même, tu prends des risques rendement négatifs. Ou ton risque est supérieur à ton rendement. C'est nul, putain. Alors oui, en vrai, mon risque, si je le perds pas et que je gagne mon rendement, en vrai, à la fin, j'ai gagné de l'argent. Mais la façon de le voir, tu vois, d'avoir un risque rendement négatif, de risquer 1 million pour gagner maximum 500 000, ok, ça va au bout, j'ai 1,5 million au lieu d'1 million, mais putain, j'ai un risque rendement asymétrique. Tu vois, mon risque est pas assez payé. C'est comme un taux d'intérêt à la banque. La banque te prête 100 000 euros, elle te le prête à un taux d'intérêt de, je sais pas moi, 1,20. Ok, elle se rémunère 1,20 pour le risque que tu ne payes pas, que machin, qu'il y a un retard, etc. Si elle se rémunérait moins 1,20, en plus, elle te donnerait de l'argent pour que tu empruntes. Il y a un problème, tu vois. Il y a un problème de risque rendement quelque part. Ou même sans aller dans des taux négatifs. Si elle se rémunérait 0 ou 0,10, ce ne serait pas suffisant pour combler le risque, tout simplement. Et j'ai encore 2 derniers petits points dans les enseignements, encore une fois, dans ce grand point d'oublier les enseignements des expériences passées. Le premier, c'est l'impatience. On est tous impatients, et encore une fois, d'autant plus sur les investissements. Coucou les chats. D'autant plus sur les investissements, tous les investissements. Et on oublie bien souvent que les opportunités, elles sont là tout le temps et qu'elles seront toujours là demain. Je parle encore une fois d'un marché vertical, une crypto qui pop, on se dit putain, j'ai raté le train, est-ce que je rentre pas? Mais mec, le marché il sera toujours là demain, les cryptos dans 10 ans, elles seront toujours là. Les marchés financiers sont toujours là, un trade raté, pas rentré, il n'est pas raté, pas acheté, pas perdu, pas rentré, pas risqué. J'ai envie de te dire, demain le marché sera encore là, il sera encore ouvert. Un immeuble raté, il y aura toujours de l'immobilier demain. Une entreprise où, putain, il m'avait bien proposé pourtant Google de travailler pour eux au début. Putain, je devais m'associer avec le fondateur et puis j'y suis pas allé. Putain, je suis vraiment nul, ça me hante. Bon là, elle était lourde cette opportunité. Mais toujours est-il qu'une opportunité ratée, c'est pas grave. Et souvent, on a tellement peur de rater une opportunité parce qu'on est comme ça, tu sais, le cerveau aime bien fonctionner sur le fonctionnement du manque. Et donc, on se dit, putain, je vais manquer, je vais rater, je vais perdre, je vais pas réussir, je vais perdre quelque chose que j'ai même pas. En fait, tu as l'impression de perdre un truc, mais tu n'as rien en fait. Tu as l'impression de perdre une opportunité, mais une opportunité, c'est rien, ça veut rien dire, c'est pas palpable, tu vois, c'est pas 100 000 balles. Donc, l'impatience peut vraiment te faire très mal. Donc, accepte. Et encore une fois, ça c'est un enseignement qui fait mal, et à chaque fois il faut le noter en lettres d'or. Les opportunités, elles sont là tout le temps, elles seront là demain, et je peux accepter d'être en retard. Et si je suis en retard, je me jette pas dans le wagon en me disant vite je suis en retard, je laisse passer le wagon. Je vais pas prendre le risque de me mettre sous le train, et puis j'attends le prochain train, parce qu'il y en a un à 15h48. Okay. Et dernier point là-dedans dans les enseignements des expériences passées, oubliez de prendre des profits. Oublier de prendre des profits, être trop greedy. Globalement, et on en a parlé sur l'update crypto, quand il y a de l'euphorie, un marché monte, ça peut être n'importe quoi, même un bien immobilier, la ville elle est en train de monter, c'est en plein boom, etc. Et puis je suis un bon investisseur parce que j'ai transformé 100 000 balles en 300 000 balles. Et je me dis... putain, t'as vu le marché, t'as vu l'explosion, t'as vu tous les parigots, ils viennent, ils achètent, il y a le TGV, il est arrivé, c'est sûr, les prix vont continuer à monter, je pense que dans 5 ans, j'aurai 1 million, etc., etc. Ou pareil avec les cryptos, tu vois, ouais, ça va monter jusqu'aux étoiles, ça redescendra jamais, cette fois c'est différent, c'est toujours la même phrase, cette fois c'est différent, c'est pas pareil. Et je me dis, 300 000 c'est pas assez. Moi je veux 500, moi je veux 1 million, et puis moi quand j'ai 1 million, j'en veux 2, etc. Et du coup, je ne vais pas prendre de profit sur cet investissement-là. Là, on parle d'un truc bien défini. Je ne parle pas d'un patrimoine total. Je te parle d'un investissement bien défini. Et je t'ai pris les gros chiffres, ça peut être des petits. Et je refuse, parce que je suis greedy, de prendre mes profits. Et en plus, parce que je suis bête, parce que je crois qu'il faut prendre mes profits en entier, ça me bloque d'autant plus, tu vois. Je te prends l'exemple, là, j'en suis à 300 000 sur les marchés financiers. Et puis, je me dis, non, c'est soit je fais rien, ou soit je récupère la totalité des 300 000. Donc du coup, ça m'emmerde.
Je me dis pas, tiens, je pourrais récupérer 100 et puis laisser courir 200 et puis avoir un plan de sortie. Une fois que je suis à 300, je récupère encore 100 et puis je laisse courir le reste. Ou alors, si j'ai un peu plus d'aversion au risque, je fais l'inverse, je récupère les 2/3 ou alors je récupère ma mise de départ. Bref, peu importe. Faire un plan de sortie sur tout ça. Et c'est un problème. Donc n'oublie pas de prendre des profits, encore une fois. Je te parle de mes propres enseignements passés depuis tout à l'heure. Vouloir être trop greedy, vouloir dire ça va continuer à monter, etc., au bout d'un moment, ça finit par descendre. Et je me retrouve avec cet immeuble que j'aurais pu vendre 2 fois plus cher, ou je me retrouve... Parce qu'il y avait un momentum, il y avait un truc, il y avait un quartier qui montait, il y avait quelque chose, et où il y avait un mec débile. Parfois, ça arrive, un mec qui veut payer plus cher. Mais je me dis, j'aurais bien un mec qui voudra payer encore plus cher plus tard. Ouais, et puis... je vends pas, et puis je me dis 6 mois après, quand il m'arrive une autre tuile, ou 1 an après, ou 2 ans après, quand j'aurais eu besoin de plus d'argent pour faire X ou Y, je me dis putain, si j'avais eu ces 100 000 que j'ai pas vendus à ce moment-là, j'aurais gagné vachement plus, et puis du coup après j'aurais pas fait ça, j'aurais fait mieux, je l'aurais fait plus. Et je prends conscience, et tu vas en prendre conscience si tu en as pas encore pris conscience, que mon A, donc on retourne sur Y égale à X, mon A, quand j'ai pas beaucoup d'argent, pèse bien plus lourd que mon A quand j'en ai plein. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que je préfère largement gagner 100 000 euros il y a 5 ans que 300 000 maintenant. Ou 400 000 maintenant, 500 000 maintenant. Je préfère gagner 100 000 euros il y a 5 ans que 500 000 maintenant. Parce que ces 100 000 euros il y a 5 ans m'auraient permis d'augmenter mon A de façon bien plus importante. Et ces 5 ans m'auraient permis d'être beaucoup plus intelligent, de réussir beaucoup plus de choses, d'investir mieux, d'arriver plus fort à des moments où on sait Y égale à X, etc. J'ai eu la chance de faire des beaux X, mais si j'avais eu plus de A, etc., tu vois. Donc, c'est comme les pourcentages de baisse en bourse coûtent plus cher que les pourcentages de hausse. Ils font plus mal au portefeuille. Mais là, c'est pareil. L'argent gagné tôt coûte plus cher que l'argent gagné tard. Et puis en plus, après, quand tu dépasses le certain palier dont on a déjà parlé aussi sur la chaîne YouTube, de niveau de richesse, où tu arrives à un moment où ta vie elle est payée, etc., et que la plupart de ce que tu gagnes part en investissement, parce que la partie frais fixes, vie, amusement, kiff, je réfléchis pas combien je dépense, je regarde pas les prix, une fois que ça c'est fait, tu as la partie j'ai investi, je commence à avoir pas mal d'argent de côté, je suis liquide, je peux m'amuser, etc., ça c'est fait aussi. Et là tu arrives à un moment où tu continues à gagner de l'argent et tout part en investissement, tu vois. À ce moment-là, faire 100 000 balles, faire 200 000 balles, faire 300 000 balles, c'est bien, c'est cool, ça fait toujours plaisir. Imhotep. Et puis ça fait plus d'investissement, tout ce que tu veux. Mais c'est pas game changer. Alors que faire la même chose quand tu es au début de parcours, que ton patrimoine c'est 100 000, faire 100 000, ça, c'est quand même vachement plus intéressant. Donc du coup, plutôt que de chercher tout de suite à faire le gros hit, et encore aujourd'hui, je veux toujours le faire avec des objectifs encore supérieurs, et plutôt que chercher à faire le gros hit, tu vois, d'aller chercher, je me dis, voilà, j'ai atteint tant de millions de patrimoine, maintenant je vais aller à tant, etc. Moi, je vais chercher 100 millions, je te le dis, mon objectif là, c'est 100 millions. Mais du coup, je sais très bien que je ne vais pas aller le chercher parce que j'ai quand même appris d'un seul coup. Tu vois, je sais qu'il va falloir faire des paliers et qu'à plein de moments, je vais être dans des trades, tu vois. Alors, ça ne va pas être des trades comme tu l'entends, tu vois, mais par exemple, je sais pas moi, sur un rachat, une vente de boîte, sur un gros investissement, sur tout ce que tu veux, tu vois, sur une grosse position, et où je vais avoir besoin d'accepter, et tu vas avoir besoin aussi, et on le voit en ce moment avec les cryptos, de sécuriser ce que je peux prendre, parce que je suis sûr de le prendre, plutôt que d'aller chercher un hypothétique demain que je ne suis pas sûr de prendre, et que je peux perdre. Et si je le perds, résultat, c'est que déjà, ça ne fait pas plaisir. Et puis surtout, l'argent de maintenant vaut plus cher que l'argent de demain, à partir du moment où tu vas dans le bon sens. Et ça sera vrai toute ta vie, hein. Même quand tu es à 10 millions, l'argent à 10 millions vaut plus cher que l'argent à 100. L'argent à 100 vaut plus cher que l'argent à 1 milliard, etc. Bon, après, on n'est pas obligé d'aller si loin, mais toujours est-il que ça marche avec des chiffres plus petits, hein. L'argent à 10 vaut beaucoup plus cher que l'argent à 100, et l'argent à 500, etc. Voilà pour mes points. Je te les rappelle. Croire qu'on peut faire des plans sur 5 ans,
croire que c'est la passion qui te fait être meilleur, ne pas savoir trancher rapidement, ne pas vouloir m'associer pour gagner plus. Enfin, vous pensez que... Oui, c'est ça. Ne pas vouloir m'associer pour gagner plus. Penser que je vais gagner plus sans m'associer. Ne pas savoir sortir d'une association quand ça va plus. Ne pas vouloir ou savoir déléguer. Ne pas comprendre assez tôt qu'on s'en tape du montage. Faire confiance sur les décisions de haut niveau sans les vérifier. Fiscalité, comptabilité, etc. Toutes les décisions de très haut niveau. Ne pas découper et mesurer. Et le dernier, oublier les enseignements et les expériences passées et refaire les mêmes erreurs. Voilà les top 10 difficultés, erreurs, conneries que j'ai rencontrées dans ma vie et que tu es susceptible de rencontrer. Et moi aussi, je suis très susceptible de les recroiser. J'espère qu'on ne les oubliera pas. Je te laisse balancer ton petit pouce là, où que tu te trouves. S'il y a un pouce, une étoile, un cœur à mettre, balance. Le petit commentaire aussi, où que tu te trouves. Sur le podcast, le petit commentaire. Sur YouTube, le petit commentaire, j'aime les lapins, j'adore la luge artistique, référencement, tout ce que tu as envie. Vraiment, ça aide l'algo, ça aide la chaîne, ça aide plus de gens à la découvrir et puis ça m'aide moi, donc c'est cool comme ça. J'ai pas l'impression de faire mes trucs pour rien, j'ai l'impression qu'il y a des gens en face, qu'il y a des gens qui m'écoutent, tu vois. Je suis pas là tout seul dans mon bureau à parler dans un micro, sur un podcast qui s'appelle Business en bagnole. Le mec est même pas dans une bagnole, mais pourquoi? Il est bizarre ce personnage-là. Allez la team, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!